je viens du 93, Bondy, d'où vient Mbappé. T'as des mecs qui gagnent $2000 par mois et puis d'autres qui gagnent des millions, quoi. Ça, y a pas de souci, ouais. Et toi? Là, j'ai bien augmenté en profit de 200 000 là, le mois dernier. D'ailleurs, il y a quelque chose que tu as fait d'intéressant avec le passeport turc, c'est que tu as changé de nom en même temps. Enfin, du coup, sur ton passeport turc, tu as un nom différent. Comment t'appelles-tu? Mehmet, champion bicyclette. Quand je regarde pour la Bugatti, je demandais aussi, et puis ouais, rien en dessous de 7-8 millions. Ouais. Non, moi je suis très Porsche pour le coup en voiture. Du coup, pour revenir encore à l'argent, toujours l'argent. Qu'est-ce que ça t'a permis d'accumuler en termes de fortune personnelle, tous ces business? Une vingtaine de millions, ouais, à peu près. Ça tourne. Ça tourne? Attention. C'est bon? Le podcast a $1 million. Au moins. Au minimum. Du coup, Gabriel, on vient de se rencontrer en vrai pour la première fois il y a 5-10 minutes là. Donc exact. Ça va être le premier podcast que je fais comme ça avec une personne que je viens vraiment tout juste de rencontrer. Ouais. Tu m'as envoyé un message il y a à peu près un mois en me disant qu'on t'avait recommandé ma chaîne et qu'on avait pas mal de similitudes. Elle est tombée dans mon algo. Ah ok. Je pensais que c'était un ami qui t'avait recommandé. Non, t'es tombé dans mon algo. Ok, très bien. Donc, et puis après j'ai envoyé une vidéo de toi à un de mes potes, il m'a dit mais oui, bien sûr je connais, etc. Et puis d'où notre connexion avec Adam ou Adam, je sais pas comment on dit. Indirect. À qui on passe le bonjour, qui est à Panama. Ouais. Et du coup, tu m'as écrit en me disant j'ai également fait la citoyenneté par investissement en Turquie. Ouais. Ah oui, putain, mais c'est vrai. Je suis intéressé par le fait. J'ai dit des gros mots. C'est pas grave. C'est pas grave, ça sera bipé. On s'en fout. On s'en fout. Okay. On s'en fout. Tu m'as dit que tu étais dans le process d'obtenir d'autres passeports, que tu avais plus de 50 comptes aux États-Unis. Je me suis dit, this is my kind. C'est vrai en plus. Ouais. C'est vrai? Ouais. This is my kind of guy. Il faut que je le rencontre. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et tu as assez peu de temps, donc tu es de passage à Panama. Tu es là pour 48 heures, un truc comme ça. Je pars demain matin, ouais. Donc, du comme coup, d'hab, tu vois. In and out. Au lieu de faire un dîner, de se raconter ce qu'on va se dire maintenant et ensuite de faire un podcast pour se raconter la même chose, bah là on le fait naturellement. Et du coup, ce que je vais te demander déjà, c'est de te présenter rapidement pour planter un petit peu le décor. Voilà, en quelques phrases dans les grandes lignes, qui tu es. Moi, c'est Gabriel Muller, 39 ans, depuis pas longtemps. Et cycliste pro, semi-pro depuis quelques années. Et entrepreneur depuis 10 ans, 12 ans, ouais. Je crois que 12 ans. 12 ans, un truc comme ça, Si j'ai bien fait mes recherches. J'ai commencé en 2012 un peu genre à l'arrache. Et puis après quelques années, ça c'est devenu un peu plus sérieux, quoi. J'ai essayé de faire quelques recherches un petit peu sur toi. Bon, il y a plus de contenu concernant le cyclisme que justement le business. Le business, ça n'intéresse pas les gens. Pas par toi, pardon. Sur cette chaîne, ça va les intéresser. C'est justement... préfèrent le vélo, tu vois, ça intéresse plus. Ok, tant mieux. On va commencer par ça. On en parlera du vélo un peu plus tard parce que c'est assez amusant comment tu as commencé ta carrière en tant que cycliste, justement. Donc, j'ai gardé ça pour un peu la fin. On va commencer par l'argent puisqu'on est sur Oseille TV quand même. Oseille TV. J'aime bien le nom, Oseille TV. Bah, c'est cash. Au moins, on ment pas aux gens. Hein. On est là pour ça, pour parler d'argent et on va commencer par ça. Donc, c'est quoi ton business? Comment tu gagnes de l'argent avec ce business? Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Je publie des applications sur l'App Store, principalement iPhone, iPad, donc Apple. J'en ai sur Google, mais honnêtement, j'ai jamais mis mon nez dedans. J'en ai qui tournent, mais ça fait rien du coup. Ça fait rien. C'est que sur iPhone, iPad. Et il y a une équipe en Inde qui bosse, qui fait tout le code, et moi je fais marketing. Que les téléchargements rentrent, c'est organique, c'est que organique à 100%. Et c'est quoi du coup le business model? Parce que c'est vrai qu'on voit toutes ces applications. Je sais pas si tu peux partager quelles applications c'est ou tu préfères garder ta niche sur le privé. Non, je m'en fous. Ah ok. C'est quoi comme type tellement énorme, c'est quoi comme type d'application? Rien quoi. Alors là, ce qui marche bien chez moi, enfin j'ai une application de coloriage. Depuis maintenant ça fait 10 ans que je l'ai, 8 ans, je sais pas. Puis elle tourne toujours super bien. C'est pour donner des exemples. Une application pour passer des coups de fil tout simplement. Une autre de graphic design. On dit comme ça en français? De design graphique. Design graphique, ouais. On peut le dire dans le sens. Design. De design, il y en a plein, mais celle qui marche. T'as combien d'applications au total? Il y en a une centaine, mais t'as quand même développé une centaine. Qu'à 8 ou 9, tu vois, moi. Le reste, je laisse l'équipe les gérer, etc. Ils se débrouillent, quoi. Moi, je touche à 8 ou 9 et c'est tout. Et j'essaie de réduire au maximum. Quand tu dis tu touches, c'est-à-dire que tu t'occupes? Ouais, je m'occupe, Et les autres, pourquoi tu t'en occupes pas? Parce que j'ai pas le temps. Donc c'est l'équipe, mais est-ce qu'elle rapporte de l'argent quand même? Peu.
Peu. Donc, sur 100 applications, tu as à peine 10% qui rapportent, qui font vraiment le gros du business. Il y en a 10 qui rapportent 90% du revenu. D'ailleurs, peut-être que moi, je suis en train de simplifier les choses. Je me dis, c'est pas mieux que les 90 qui servent à rien. On les vire. Et que tu te concentres uniquement je les virerai peut-être pas, tu vois, mais parce qu'il y a des gens qui bossent dessus derrière. Mais peut-être garder juste une poignée avec les mecs qui arrivent à avoir des bons résultats et c'est tout, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le business model derrière? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a plein qui vont nous regarder, qui ont vu ces petites applications sur l'App Store. C'est des petits studios indépendants qui développent ça et tu te dis mais comment ils gagnent de l'argent? Parce que la plupart du temps tu les achètes, enfin tu les achètes pas au départ parfois. Toi, elles sont gratuites ou pas? Elles sont gratuites, donc comment la personne derrière gagne de l'argent? Est-ce que tu peux expliquer? Maintenant je les ai pratiquement toutes tournées en souscription automatique. Au mois ou à la semaine, ou les deux, ça dépend. Et là, je les tourne tous en ce qu'on appelle hard paywall. Donc, c'est-à-dire que tu as une introduction de 4-5... tu télécharges l'app, tu as 4-5 screens, et derrière, tu as une page payante, je sais pas comment on dit, un paywall. Une page de paiement. Une page de paiement, et tu es obligé de commencer la free trial. De 3 jours, 7 jours. De commencer un essai gratuit. Un essai gratuit, mais derrière... et qu'en fait, quand tu actives cet essai gratuit, au bout de quelques jours, si tu n'annules pas l'abonnement, tu vas être chargé automatiquement. Et c'est ça le business model. À la semaine ou au mois, c'est ça, Avant, j'étais un peu plus lax, tu vois, genre, je laissais pas mal de fonctions gratuites, etc. Mais je me rends compte que ça monétise beaucoup mieux qu'avec un hard paywall. Il y a des petites exceptions. Parfois, il y a des apps, c'est pas le cas, tu vois. Donc, je teste. Et justement, la question que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu penses que ton business il est un peu fondé sur le fait que les gens vont oublier d'annuler leur abonnement? Il y en a beaucoup, c'est sûr. C'est ça? C'est sûr qu'il y a des revenus qui rentrent. Je pourrais pas te dire combien. Tu peux jamais savoir parce que tu peux pas leur demander. C'est pas comme si mes apps c'était les meilleures apps du monde, ça je le sais. Elles sont correctes, elles marchent, mais ça m'étonnerait que des gens ils continuent à payer ad vitam $3 par semaine pendant 15 ans. Tu vois, ça Ou alors il y en a qui le font, hein. Mais à mon avis, ils s'en rendent pas compte. Ils ont oublié. Et quel est le chiffre d'affaires que ça génère, un business comme ça, si c'est pas indiscret, si tu peux, pour planter un peu le décor? T'as des mecs qui gagnent $2000 par mois et puis d'autres qui gagnent des millions, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Et toi? Là, j'ai bien augmenté en profit de 200 000 là, le mois dernier. Je crois, mais ça a vraiment augmenté. Depuis que... En fait, j'ai eu une période un peu... pendant le Covid, je pense, où j'ai vendu quelques apps, la moitié. Que tu as vendu le business en lui-même de l'app, tu l'as vendu? En fait, une app, ça se transfère d'un compte à l'autre, donc ça se vend et puis... Et je me suis dit, tiens, je vais laisser l'équipe gérer à 100% les apps, on va voir, je vais essayer de les coacher, etc. Et j'ai passé 2 ans à faire ça et puis ça n'a pas marché. Et après, quand j'ai commencé à remettre mon nez dedans vraiment, tu vois, à vraiment bosser dessus, poser des questions, rechercher des solutions, depuis 1 an et demi, ça a vraiment augmenté beaucoup. Donc là, tu ferais du 200 000 par mois? De profit, De profit? Et c'est quoi les profit margins, d'ailleurs, les marges sur ce type de business? C'est élevé ou pas? Avant, pour moi, c'était moins élevé parce que j'avais je payais une boîte en Inde et je devais dépenser genre 30, 40, 50 000 par mois pour développer des nouvelles apps et gérer les apps. Et puis après, j'ai eu un conflit avec le gérant de la boîte et au final, plutôt que de payer les employés, plutôt que de piquer les employés qui bossaient sur mes apps, que je payais 30, 40, 50 000 par mois, j'aurais pu leur proposer un contrat, tu vois, et leur dire venez chez moi, on s'en fout, etc. Bon, au final, j'ai fait un gros chèque au gérant et l'équipe est venue chez moi, tu vois. Et c'est passé de 50 000 à 15 000. T'as réduit les coûts parce qu'en fait, le gérant se prenait 35 000 en fait sur les deux de ses employés. Tu vois, lui, il me faisait payer peut-être $40 de l'heure, je crois, et puis au final... Avec maintenant c'est plutôt entre 5 et 10, ça dépend de ça dépend. Donc le gros coût c'est la production, l'équipe de développeurs, etc. C'est tout. Et après logistiquement, est-ce que vous avez des serveurs pour faire tourner les apps ou pas spécialement? Tu peux, mais ça va être assez, c'est pas grand chose. T'as les commissions des plateformes, j'imagine. C'est combien d'ailleurs les commissions de alors Apple standard, je crois que c'est 30. Après, je crois que quand tu as quelqu'un qui a une souscription automatique d'enclencher depuis plus d'1 an, ça passe à 15. Après, pardon. Combien de mes clients en sont là? Très peu, certainement. Peut-être aucun. Il y en a peut-être un celui qui a oublié. Le fameux qui a oublié. Celui-là. Comment tu trouves des idées d'application qui fonctionnent? C'est quoi ton processus? 100% recherche marché.
Maintenant, je le fais même plus parce qu'on a tellement. Tu vois, on a couvert tout le marché, ça sert à rien. Je me focalise juste sur celle qui marche et c'est tout, quoi. Mais avant, le marché des apps, c'est hyper vaste, quoi. À mon avis, il y a peut-être 200 ou 300 types d'applications, je parle pas des jeux, juste d'applications qui ont un marché suffisant où tu peux faire un vrai business énorme. Ok. C'est pour ça que j'en ai une centaine, quoi. C'est très profond, du coup, comme marché. Et énorme. Tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore des opportunités, c'est encore un business où on peut se faire une place? Oui. Et tu estimes à combien le coût pour développer une application pour rentrer dans une sous-niche à peu près? Moi, au début, j'étais rentré autour de 3, 4, 5 000 $ l'app. Ok. Mais il y en a qui ont commencé avec bien moins. Moi, j'ai un ami à moi, il a commencé avec peut-être 1000 balles, quoi. Ok. Donc, il a acheté du code quelque part. Et il a fait retoucher un petit peu et puis il a lancé l'app, tu vois. Ok, je vois, parce que tu as des applications qui sont déjà un peu toutes prêtes faites et ensuite tu la brandes à ton nom, c'est ça? Ouais. Et après, c'est tout du marketing, c'est l'icône. Est-ce que justement, j'ai oublié de te demander, dans tes coûts, est-ce que tu as de l'acquisition? Est-ce que tu fais de la pub? Zéro. Uniquement la plateforme en elle-même. Uniquement la recherche, les gens qui vont sur l'App Store, qui recherchent le mot-clé qui me voient apparaître. Ok, est-ce que comme pour Amazon, tu achètes des reviews, des choses comme ça pour justement gonfler ta... Je l'ai fait pendant un moment et puis ça n'a rien changé. Okay. Au contraire, je me suis fait peur parce qu'il y avait un mec, je sais pas où est-ce je me rappelle plus, c'était en Chine ou en Inde, peu importe. Et il faisait les reviews étaient fantastiques, tu vois. Il avait quelqu'un qui écrivait super bien, sauf qu'il les doublait. Et je m'en suis pas rendu compte. Ah, et tu t'es retrouvé avec des doublons de reviews. Doublons de reviews et Apple a dû le voir. Apple qui l'a vu, spam, machin truc. Et puis en général, et très souvent, il te... Enfin, j'ai cru qu'ils allaient me... te virer. Et puis au final, j'ai appelé le ou la reviewer, je m'en rappelle pas. Et puis, excusez-nous, je sais pas trop ce qui s'est passé, machin truc. Et puis ils m'ont laissé continuer, quoi. Mais ça valait pas le coup, quoi. Non, clairement. Tout ce qui est dark ou grey, tu vois, pour moi, ça... Au début, je faisais parce que j'avais pas d'autres moyens, mais maintenant, il y a plus de grey, quoi. Ok, et en ce moment, donc, dans ton business, tu me dis que tu arrives à faire à peu près dans les 200 000 de profit. Il y a eu des gros points d'inflexion en termes de revenus. Ça n'a pas toujours été 200 000, j'imagine. Tu as dû commencer avec des plus petits revenus. Ça fait 12 ans que tu fais ça. Est-ce qu'il y a eu des grands points, vraiment des choses qui ont multiplié ton business, tes revenus? Des dates précises avec une chose que tu as mis en place qui a vraiment changé le game pour ton business? Au début, j'avais genre 2 apps, quoi. Et quand j'ai commencé à vraiment me mettre dessus, donc il y a un peu plus de 10 ans, je gagnais $1 par jour, tu vois. Et puis à force de faire des essais, des trucs, des machins, je trouve des méthodes pour faire rentrer les téléchargements. Donc c'est de App Store Optimization, comme c'est du SEO, quoi, mais pour l'App Store. Et au début, c'était il y avait des erreurs dans l'algo. Apple ne le savait pas. Et parfois, avec tes potes qui sont dans le business, on dit putain, j'ai fait ça. Et paf, tu vois. Et parfois, c'est des trucs mais ridicules, quoi. Des erreurs dans l'algo, ça te fait passer numéro 1 sur un mot-clé qui... Tu vois, genre VPN, tu vois. T'es numéro 1 aux US pour VPN, ça fait rentrer 10 000 téléchargements par jour. Ça m'est arrivé, ça, il y a quelques années. Donc des failles, mais ça dure jamais très longtemps. Non. Avant, ça pouvait durer longtemps. Ça pouvait durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Maintenant, ça va. Et si t'es seul à le savoir, et que tu dis rien à tes petits copains, ça dure encore plus longtemps. Et parfois, tu trouves un truc incroyable et tu commences à le dire à tes copains, et puis 2 semaines plus tard, terminé. Et c'est même pas du dark, c'est même pas du grey, c'est juste... y a une faille dans l'algo, tu vois. Ou je sais pas, peut-être sur la catégorisation aussi des apps, il doit y avoir peut-être des façons de jouer pour être numéro 1 dans des sous-catégories. Sur Amazon, on a ça parfois, des sous-catégories qui sont perdues. Et en fait, tu changes la catégorie de ton produit pour être numéro 1, alors que c'est une catégorie pétée. C'est pas toujours celle qui a le plus de rapport avec ton produit en lui-même, mais ça te met un badge, quoi. Ça n'a jamais marché pour moi. Non, mais ça pourrait marcher. Après, il y a des gens qui passent de leurs apps de gratuite à payante, etc. Moi, ça n'a pas marché non plus. Il y a tellement de trucs que tu peux faire. Mais ça c'est maintenant l'algo, il est stable, quoi. Avant, il était instable. C'est-à-dire que l'algo, il faisait A plus B plus C, et puis du jour au lendemain, Apple, il faisait maintenant non, c'est plus A plus B, c'est A plus E plus F. Donc t'as le marché qui fait les entreprises qui se cassent la gueule, et plus aucun revenu du jour au lendemain. Mais bon, je pense que maintenant c'est stable. Te poser une question, comment t'es arrivé à faire ça d'ailleurs? Est-ce que à la base t'es développeur? Quel était un peu ton parcours? Est-ce que t'as toujours été entrepreneur? Non, pas du tout, non. Je bossais chez Renault avant, pendant 3 ans.
En tant que quoi? En 2010, Renault, il bossait sur les voitures électriques. Okay. Et ils devaient les lancer. Ils avaient prévu de les lancer, je crois, en 2011 ou 2012, donc c'est longtemps, en Europe. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour s'en occuper, entre guillemets, genre aux Pays-Bas, pour aider le mec qui gérait ça, donc à la succursale aux Pays-Bas. Et j'ai été pris pour faire ça. Et je suis resté 2 ans là-bas. Tu connais le VIE? Non. Volontariat international en entreprise. C'est genre un espèce de contrat d'expat simplifié pour les jeunes. Et c'est trop cool. Ils t'envoient avec un salaire fixe dans un endroit. Souvent, ils te payent ton logement, etc. Donc, j'étais à Amsterdam et c'était cool. Ouais. Et comment t'es arrivé du coup à passer de travailler chez Renault à commencer à faire des apps et devenir ton propre patron? Alors, ça, c'est assez rigolo. J'avais 2 patrons parce que j'avais plus ou moins 2 postes. Et mon patron de l'époque, qui s'appelle Luc. Je suis sûr qu'il regarde d'ailleurs. Certains. Je lui dirai de toute façon. On le salue. Salut Luc. C'est mon ami maintenant. Il parlait avec un de nos collègues d'un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures. Ok, Tim Ferriss. Tu l'as lu? Non, j'ai jamais lu. J'ai lu 0 livre en fait, moi. Ah ouais, cool. Et il y parlait de ce bouquin et c'était intéressant, etc. Donc j'ai acheté le bouquin. J'ai lu et je fais c'est trop bien, etc. Et ça expliquait comment créer un petit business en fait qui fait juste un petit peu d'argent pour pouvoir vivre sur une plage en Thaïlande. C'était un peu ça à la base. La semaine de 4 heures en bossant le moins possible. Donc, j'ai lu le truc et je me dis bon, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Donc si ma mémoire est bonne, il m'avait proposé de rester et j'avais lu le bouquin. J'ai dit non, je vais essayer de lancer mon business, etc. Machin truc. Et puis je suis rentré d'Amsterdam à Paris. J'ai pris un petit studio à Paris et j'ai fait mes recherches, etc. Quelques genres de business, ce que je peux faire. Et c'est pas facile à trouver l'information. Et je suis tombé un jour sur un article sur le blog de Tim Ferriss qui parlait de comment créer des applications sans savoir coder, parce que moi je sais pas coder. Et j'ai acheté le bouquin qui expliquait comment créer des applications. J'ai pris le cours aussi du mec en ligne et c'était un gros investissement à l'époque, c'est genre $2000, tu vois. Et je l'ai fait. J'avais de l'argent de côté aussi du décès de ma grand-mère. J'ai utilisé ça pour créer, donc en suivant les conseils du mec, j'ai créé une première application qui n'a rien fait du tout, 0. Une deuxième qui a un petit peu fait quelque chose, tu vois, qui a dû récupérer la mise. Ouais. Et la troisième a commencé à marcher un petit peu plus. Et puis, je pense que c'est à partir de la 4e et 5e où l'argent... T'étais confiant sur le business model parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent après un premier échec. Que t'as quand même poussé jusqu'à 3-4 applications vraiment avant... la deuxième, elle a commencé à avoir un petit peu de résultats, etc. Mais en fait, peu importe l'app, en fait. C'était juste... est-ce que je me focus dessus ou pas? Parce que la première, j'ai rien fait, quoi. J'ai lancé, fait mange pas. Et puis. Et ça a mis combien de temps entre le moment où tu as pris la décision de te lancer dans ce business model et le moment où tu t'es dit, enfin, où ça a commencé à te rapporter de l'argent et que tu pouvais en vivre? Plus d'1 an. Parce que pendant 1 an, j'ai lancé l'app et j'ai lancé aussi la deuxième. En fait, il n'y avait rien à faire. Il y avait juste à parler avec les développeurs pour les terminer et les lancer. Donc, il n'y avait rien à faire. Et donc pendant 1 an, je suis retourné chez Renault en Norvège pendant 6 mois. Et les apps étaient lancées. Et après, j'ai voyagé pendant 6 mois avec mon sac à dos. Les apps étaient toujours lancées, mais faisaient toujours rien. Puis un jour, je me suis posé en Thaïlande, à Bangkok, à la fin de mon voyage de 6 mois. Et je me suis assis, je me dis, bon, maintenant je bosse, tu vois. Puis j'ai commencé à me faire un petit réseau de mecs qui étaient comme moi, qui débutaient, etc. Et puis à partir du moment où j'ai bossé je sais pas, 2-3 heures, mais vraiment bien dessus, tu vois, ça a commencé... Par jour? Ouais, par jour, ouais. Ça a commencé à augmenter, ouais. Ça a commencé à augmenter, mais tu sais, ça a commencé $1 par jour. Ouais, trop bien, génial, c'est trop cool, tu vois. Après, les premiers euros qui arrivent 20, sont magiques. Ouais, et je me rappelle le premier Noël, je crois que c'était en 2013. Là, je fais... Noël 2013 2014 2013, ouais. Et là, je commence à faire $2-3 000 par mois. Je me dis, ça commence à être sérieux, là, tu vois. Là, je peux... Tu te dis que tu peux en vivre. vivre. Bangkok, je peux vivre, tu vois. Ouais. Je vis pas comme un roi, mais je vis et puis je peux peut-être me mettre 500 de côté par mois ou peut-être 1000 que je peux réinvestir. Intéressant. Ouais. Et niveau structuration, qu'est-ce que tu utilises? Donc, quel type de société tu utilises? Où est-ce que tu vis? Est-ce que tu es un nomade, tu te balades à travers le monde? Ou est-ce que tu es basé quelque part fiscalement? Fiscalement, maintenant je suis en Allemagne.
Résident fiscal en Allemagne. Résident fiscal en Allemagne depuis le 1er janvier 24, pardon. Ça fait pas mal? Non. Non, parce que j'ai tout structuré pour payer le moins possible, en fait. Ok. Donc, je vais me payer moi-même des entreprises très peu. Ok. Et les entreprises, l'entreprise mère, elle est au Panama. Donc, c'est 0. J'avais déjà transféré une grosse partie des profits des années précédentes sur mes comptes personnels, tu vois. Donc, je peux rester résident allemand pendant très longtemps. J'aurais pas de manque de cash, quoi, tu vois. Ok. Et le jour où je veux vraiment me repayer, je serai plus résident. Je repartirai pendant X années et puis j'y retournerai si j'ai envie d'y retourner, etc. Ok. Ouais. Pourquoi l'Allemagne? Ça fait 10 ans que je vais chaque été à Berlin. J'adore. Okay. La vie nocturne, elle est excellente. Okay. Exceptionnelle, la meilleure du monde. Okay. Et j'ai mes connexions là-bas, en fait. Donc tu te sens bien? Ouais, je me sens bien. J'ai mon appart là-bas. Et c'est là-bas que tu passes le plus de ton temps chaque année ou... Ouais, je pense, ouais. Ok. Et tu divises ton année entre des moments calmes calme. Si tu fais de la vie nocturne à Berlin, pas sûr que ce soit si calme. Mais entre Berlin et... Ouais. Vie nocturne, l'avantage de Berlin, c'est que tu peux faire la fête la journée. Donc, moi, j'y vais à 14h, 15h, 16h, surtout l'été, pas l'hiver. Et je rentre chez moi à 11h, minuit, je dors bien. Je peux pas être un gros tougher de la nuit, les drogues, etc. Et puis, le cycliste professionnel, c'est impossible. Ça marche pas. Et du coup, donc, tu restes un moment l'année à Berlin. Le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vadrouilles à travers le monde ou est-ce que tu as une autre base que tu aimes aussi? Il y a eu beaucoup de Bali ces dernières années, surtout pendant le Covid. Parce que là-bas, c'était, tu faisais un peu ce que tu voulais, quoi. Ouais. C'était free. C'était difficile de rentrer et de sortir, tu vois. Il fallait être résident. Ouais. Du coup, tu étais résident là-bas? Ouais. T'étais résident là-bas. Ouais. Et c'est le seul moyen de faire les allers-retours. Mais j'ai toujours une carte de résident parce que j'ai un hôtel là-bas aussi. Ok. Il faut avoir une résidence là-bas pour être propriétaire d'un hôtel. Même si en Asie, tu n'es pas vraiment propriétaire de l'hôtel. T'es juste, à Bali, t'as un contrat longue durée, quoi. Ok. Ouais. Donc le sol, il m'appartient pas. Donc pas mal de temps en Indonésie et Allemagne. Et là, tu as changé ce mode ou toujours ce découpage Je suis allé pas mal en Colombie aussi. Okay. Et puis là, vu que ma copine elle est colombienne, je passe tout l'hiver là-bas. Ok. Jusqu'à certainement fin février. Et puis après, la saison de cyclisme commence début mars. Enfin, elle pourrait commencer plus tôt, mais j'ai décalé mon début pour passer plus de temps avec ma nana, parce qu'elle habite là-bas. Okay. Et puis de mars à octobre, c'est la saison, et quand ça se termine, en général, je pars. Ok. Et puis de toute façon, le temps, c'est une horreur. Donc on va être voisins quelques mois, là, apparemment. C'est ça? Tu seras où, toi? Si je suis à Panama, si je reviens à Panama... Ouais, exact, on est pas loin. T'es juste à côté. 3 quarts d'heure. Ouais. En avion, ça peut aller vite. Ouais, ça va très vite, ouais. Et 3 quarts d'heure. Donc je reste jusqu'à fin février, ouais. Donc hiver au chaud. Ok. De toute façon, pour m'entraîner, c'est pas possible à Berlin. Enfin, ça serait possible, mais il fait trop froid. Et puis, il fait jour de 9h30 jusqu'à 15h ou 15h30. C'est l'horreur, c'est pas la peine. Et tout le monde, c'est dépression obligatoire. Tu vois. Il y a personne qui connais aime plus, ça, moi. Je confronte plus mon corps à ce type d'environnement. Ça fait plus de 10 ans. Moi, ça fait 13 ans que je fais plus aucun endroit où il fait froid. Je vais qu'au meilleur moment, au meilleur endroit, en fait. Ouais. C'est la liberté que nous apportent ces business, justement. Exactement. Du coup, pour revenir encore à l'argent, toujours l'argent. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis d'accumuler en termes de fortune personnelle, tous ces business? Du coup, j'ai compris que tu avais l'hôtel plus des applications. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis d'accumuler? Elle est directe, cette question, je sais, mais comme ça plante bien le décor. Ouais. Une vingtaine de millions, à peu près. Ok. Répartis un peu dans différentes choses. Mais je prends en compte la valeur de mon business, tu vois. Donc ta net worth est de 20 millions entre la valeur de tes actifs, de tes business et ton cash disponible. Ouais, tu sais, j'ai de la crypto, des actions, de l'immobilier, des hôtels, etc. Okay. Mais je me sépare de tout ce qui me demande du temps, tu vois. Genre les hôtels, terminé, quoi. Enfin, je suis en train de, je vais essayer de les vendre. Ok. C'est trop c'est un business, quoi. Donc il y a un manager. Il faut gérer le manager parfois il fait de la... Non, puis c'est du physique. C'est du physique, c'est beaucoup plus de tracas. Et c'est pas...
Ce serait plus rentable, je pense vraiment, si je n'avais pas le business des apps et que je me disais, à fond dedans, je pourrais le rendre bien plus rentable. Mais là... Mais je connais bien ce business, puisque ça a été mon premier business au Maroc, j'avais des maisons d'hôtes. J'avais entendu ça, ouais. Donc du coup, je connais bien. C'est des business qui sont sympas, mais c'est tellement usant. C'est très, très usant. Ouais. Et dans ces 20 millions, tu estimes que cette fortune, elle a été générée par les revenus de tes applications ou par les reventes, par exemple, de tes applications? Quels ont été les gros... milestone, on va dire. Ça doit être 50-50 entre les profits et les reventes, tu vois. Les reventes, ok. Ouais, les applications, elles se revendent à combien de mois de profit actuellement? Ouais, c'est entre 3 et 4. Ouais, 3 et 4. Profits, ouais. Ok, intéressant. Ouais. Ça varie. Au début, dans les apps, c'était genre 1 an, tu vois. Ok. Quand il y avait personne qui voulait investir dans les apps, c'est genre 1 an, tu vois. Ouais. Et ça m'est arrivé de vendre des apps pour 1 an et j'étais super content. Après, c'est parti à 18 et puis après, il y a eu Après, t'as entendu parler de mecs qui ont fait des deals à 2, et puis après, j'ai fait un deal à 3, et puis c'est devenu un peu le standard. Tout le monde a fait des deals à 3, et là, apparemment, ça passe à 3,5, 4. Ok. Donc ça, les valos, c'est aligné avec ce que je connais dans les SaaS. Ah ouais, c'est ça aussi. Genre Amazon, c'est pareil. Non, Amazon FBA, ça a été jusqu'à 4-5 ans, pendant la période Covid où il y avait... Profit ou revenu? Profit. De profit, ouais. Okay. Quand il y a eu toute la période en fait, où il y avait les agrégateurs, donc je ne sais pas si tu as connu cette période où c'était des sortes de fonds d'investissement qui opèrent en même temps. Moi, j'ai vendu à ce moment-là. Et qui achetaient à tour de bras. En fait, ils avaient plein de capital à déployer parce qu'il y avait plein de free money. Et du coup, ils achetaient jusqu'à 5-6 années de profit. Suivant à quel point ton business était complexe et peu réplicable, on va dire, ils étaient capables de monter les multiples. Aujourd'hui, là où on fait la vidéo, c'est plutôt du 24 mois, là, donc du 2 ans. C'est tout? Ouais, 24 à 36 mois. Ouais. Ça dépend encore une fois, si tu as un produit qui est breveté ultra unique et que vraiment t'occupes le marché et que tu es intouchable, ça peut monter bien sûr, mais on va dire un business Amazon FBA standard là, à l'heure actuelle, c'est 24 à 36 mois. Et Amazon FBA, c'est très souvent du paid traffic ou c'est du organic? Ça dépend? Ça dépend, tu peux faire les deux, ça dépend de... Et les mecs, ils n'ont pas peur de racheter du paid traffic? Ah bah, ils prennent ça en compte, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que quand ils achètent, c'est le pur profit minus tous les codes, les coûts d'acquisition de trafic ACOS. Donc, ils le savent ce qu'ils achètent. Si c'est un business qui repose sur de la publicité interne sur Amazon ou même externe, ils savent ce qu'ils achètent, bien sûr. Hein. Parce que théoriquement, sur des apps qui... en tout cas, sur les apps, peut-être que sur les billets, c'est pareil, mais sur les apps, si ton app elle est stable en téléchargement, et ça peut durer des années, franchement ça bouge pas. Ton app tu la laisses, parfois ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et ça bouge pas, tu vois. Donc moi ça me rassurerait d'acheter ça. Bien sûr. Acheter un truc avec du trafic payant ou toujours en train d'être actif, je sais pas trop, vu que je suis nul à chier là-dedans. Je sais. En fait, la plupart des business Amazon, tu as des business qui opèrent avec absolument aucun achat de trafic. Mais la plupart, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que le trafic qui a été acheté permet de générer de la vente naturelle ensuite. Donc de donner de l'inertie à tes produits, c'est tout un classement. D'ailleurs, je sais même pas comment ça marche les App Store. C'est pareil, c'est une énorme arborescence de classement d'app ou c'est pas pareil que sur Amazon? En général, le premier résultat, c'est payant. C'est Apple Search Ads. Et à partir du deuxième, c'est organique. Et puis après, c'est que organique. Du coup, pour revenir à l'argent, comment ta vie a changé au fur et à mesure que tu t'es enrichi? Est-ce que déjà tu venais d'une famille aisée ou pas? Donc ça a été quelque chose de nouveau pour toi de gagner beaucoup d'argent? Oui. Quelles ont été les choses qui ont vraiment changé entre le toi d'il y a 12-13 ans qui travaillait chez Renault et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des paliers marquants, on va dire? En fait, je me suis pas vraiment rendu compte, tu vois. Vu que ça n'a pas été genre 10 millions, c'est genre progressif, tu vois. Mois après mois, année après année, un peu plus d'argent, un peu plus de confort. Maintenant, je vais peut-être voyager en business. Je vais aller m'installer là-bas. Je vais prendre un appartement comme ça. Je vais acheter ça. Je vais acheter ça, tu vois. Donc le confort, il a été progressif sur peut-être 5-10 ans d'augmentation, tu vois. Et je m'en suis même pas rendu compte. Et donc maintenant, il y a plus de... certainement comme toi, il n'y a plus de genre est-ce que je peux faire ça, tu vois. Parce que 99% du temps, je peux le faire, tu vois. C'est marrant. Tu me dis voyage ça j'ai encore jamais fait. Voyager en jet, j'ai jamais fait. Parce que je sais pas comment le faire. C'est surtout ça, je pense. C'est facile. Tu contactes les aéroports privés, ils ont des compagnies qui opèrent plusieurs jets et c'est pas plus compliqué que ça. Et après, ça dépend des zones du monde. Tu vois, par exemple, là où je l'ai le plus fait, c'est avec mon ex-petite amie qui habitait en Californie. Et parfois, tu as des jets qui sont partagés, des compagnies qui font ça. Par exemple, Surfer sur la côte
ouest des États-Unis. Et donc, tu payes une sorte d'abonnement et ça te permet, tu as toujours des jets qui sont à disposition et tu peux monter dedans. Tu ne seras pas toujours tout seul dans le jet, mais voilà, donc ça permet d'y accéder. Mais c'est pas très compliqué. Quand tu as l'argent, t'inquiète pas. Hein, Si tu veux faire par exemple, alors, ma mère, elle habite à La Paz, au Mexique. Oublie. D'ici de Medellín. Ouais. Parce que ça, c'est une horreur de faire ce trajet-là. C'est une horreur. Déjà, ça va être dans les trajets les plus longs, vont pouvoir faire des petits jets des aéroports. Là, je connais à partir de Panama. Ce genre de trajet va coûter juste un one-way. Ça va te coûter 45-60. Ah, quand même. Ouais, c'est pour ça pique. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo en comparant. Et je trouve que ça vaut pas le coup dans la plupart des situations et qu'on n'est peut-être même pas assez riche. Même, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder, sachant qu'on est des cas millionnaires, c'est déjà énorme. Mais on n'est peut-être même pas assez riche pour justifier ça. Parce que non, je le ferai pas. Ça, c'est ridicule. C'est beaucoup. Là où ça peut être justifié, c'est si c'est pas trop cher parfois sur certaines petites destinations. Je sais pas si par exemple tu veux aller juste d'ici en Colombie, bon, ça va être 8K, 10K. Si tu es à 4-5 copains, c'est pas grave quoi. Ça va, tu vois. Si tu veux aller à Cartagena, ça va coûter 10K. Bon, c'est jouable. 4-5 copains, c'est pas trop douloureux. Bon, ça reste con par rapport à prendre un billet en business class. Mais bon, t'as pas la même flexibilité. C'est pas aussi drôle. Tu vois, t'es avec tes copains, t'emmènes 2-3 nanas, c'est drôle. Tu passes une bonne expérience. Mais... En fait, je veux le faire parce que c'est une galère incroyable. L'aéroport de Mexico City, moi, il me rend fou. Tu vois. C'est une horreur en ce moment. Depuis mais là, franchement, je trouve que c'est beaucoup d'argent. Encore une fois, après, ça dépend. Oui, c'était milliardaires, tu t'en fous. Mais non. Et puis, ça dépend des zones du monde. Il y a peut-être des zones du monde qui vont être moins chères en termes d'aviation. Tu vois, l'aviation en Amérique latine est quand même assez chère, de manière générale. Donc, possiblement, les tarifs que j'ai donnés vont peut-être choquer certaines personnes qui seraient habituées en Amérique du Nord ou en Europe où ça peut être moins cher. Il faut que je le fasse un jour, juste pour essayer, parce que moi, maintenant, je suis un peu traumatisé, tu vois, par les vols annulés, les trucs où ça m'arrivait tellement de fois cette année. Tu sais, avec le vélo, je prends beaucoup de vols, etc. Tu rates une connexion, vol annulé, un truc comme ça, le vélo qui revient pas, le truc. Ah non, mais ça peut valoir le coup dans certains cas, quand c'est des trucs vraiment très précis, que c'est pas des énormes distances. Mais j'ai fait une vidéo, je t'invite à la regarder, où je comparais les deux. Et en fait, je pense que je l'avais vu. Parce que ça m'intéressait. Souvent, ce que je dis, c'est que si, en plus, si t'as pas les moyens de prendre un gros jet, si tu prends vraiment les tout petits jets, t'es assis comme ça. T'es encore plus grand que moi. Hein, tout à l'heure, je t'ai vu. Tu fais plus d'1m80, toi. 88. Tu fais 8 cm de plus que moi. Déjà, moi, 1,80, je suis pas gigantesque pour les standards actuels. Déjà, je suis pas ultra confortable dans des tout petits jets, pas super confortable. Donc, pour gagner en confort par rapport à une business class, faut vraiment déjà envoyer en fait. C'est ça le souci avec le jet. Mais c'est une expérience et je t'invite à le faire au moins une fois. Ce serait juste pour l'instant, c'est une question de temps, tu vois. Tu vois, genre c'est des vols flingués comme ça à Medellín, flingués où c'est une galère pas possible, tu vois, pour faire le trajet, ça m'intéresserait. Le gros confort, c'est que tu peux arriver vraiment à la dernière minute. Y a pas de, la douane, c'est une joke, quoi. C'est vraiment, et t'as le pilote qui t'attend sur le tarmac et c'est quand t'es prêt, on part, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'expérience qui est très très agréable. Après, est-ce que ça justifie, tu vois, de payer 30, 40, 50 fois plus cher qu'un billet business class Non, mais... c'est toujours la question à se poser. Tu vois, genre, quand je suis arrivé à Medellín, là, il y a un mois, j'atterris à 11h du soir, tout était à peu près bien placé. J'arrive, je vois la queue, je fais, mais qu'est-ce qui se passe ? 3-4 heures d'attente, tu vois. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive à Medellín. Non, mais je suis traumatisé. Genre, à 10h du soir... Il y a un truc qui est amusant, c'est que quand je t'ai demandé quelles ont été les choses qui ont le plus changé pour toi, tu as mentionné directement la business class. Et c'est vrai que moi, ça a été un de mes plus gros upgrades de vie finalement. Je suis resté assez pareil en fait dans ma vie. Je suis un peu dans des meilleurs restaurants, des bien meilleurs hôtels. C'est là où ça a le plus changé ma vie en fait, c'est sur les business et sur les hôtels et le niveau des restaurants. Mais sinon en dépenses de fringues, de choses comme ça, j'ai pas trop craqué, ni en termes de choses que j'aurais achetées. Justement, c'est la question que je voulais te poser juste après. Quelles ont été les choses les plus chères ou les expériences les plus chères que tu te sois achetées? Expérience la plus chère, on pourrait dire que mon expérience la plus chère c'est le vélo. Parce qu'au final je viens en tant que sponsor, moi sinon ils me prendraient pas, tu vois. Je sais pas que j'ai un mauvais niveau, j'ai un niveau correct par rapport à mes coéquipiers, mais c'est comme dans la course automobile, les gentleman drivers, j'imagine. Dans le vélo il n'y en a pas, enfin il y en a quelques-uns, tu vois, mais c'est assez rare, ou alors c'est papa qui paye un petit peu, tu vois. En général c'est ça, c'est papa qui paye, là c'est moi, et ça coûte combien? Ça dépend. Je pense une fourchette ou t'as pas le droit de dire. Non mais je pense que si tu veux rentrer genre ça doit être possible. Si tu connais quelqu'un dans un gérant d'une très grande équipe, toi, qui fait le Tour de France, etc.,
Bah déjà, il faut avoir. Faut avoir quand même un peu de conditions. Non, mais bien sûr, faut avoir le niveau pour tenir le coup. Tu vois. Et ça, c'est pas possible, tu vois. Mais si disons que par une raison X ou Y, t'as le niveau pour être correct, tu vois, pour terminer les courses. Je sais pas, plusieurs millions peut-être pour. Ah ouais. Pour être dans le top niveau, tu vois. Okay. Après, un bas niveau, les premiers niveaux pro, ouais, je sais pas, 10, 20, 30, 40 par an. Par an, ok. Ouais, je pense, ouais. Ok, ça t'achète une place pour pouvoir courir dans une équipe. Ouais. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si on s'est bien compris, mais les gentleman drivers, je sais plus comment c'est un autre nom, mais en gros en course automobile, parfois sur une même voiture, il y a 2-3 pilotes pour les courses qui durent 24 heures par exemple. Ouais. Et dans les 3 pilotes, t'en as un qui est celui qui finance en fait, qui finance tout le truc. C'est pas le meilleur pilote. Souvent il laisse tourner 2 heures, tu vois, au maximum, à un moment où ça va. Ils sont tous... Ne plante pas la voiture. Ça arrive même, j'ai déjà lu, parce que je me suis un peu renseigné sur le truc. J'avais un peu l'idée de le faire peut-être. Et bref, et ça arrive parfois qu'ils fassent même pas courir le mec. Ah ouais? Ouais, quand c'est trop chaud et tout, s'ils ont une bonne place et tout, ils le font pas monter. Ok, d'accord. Et les mecs sont. Mais après, c'est souvent des amoureux du sport automobile et de se dire que son équipe va gagner, donc, il se dit vas-y, ils sont ok quoi. Continuer c'est les le deal, gars. quoi. Ouais. Oui. Donc si la voiture va bien, il y a une chance qu'il ça arrive pas souvent. Ça, c'est des histoires que je te raconte que j'ai pu lire en m'intéressant à ce monde des gentleman drivers, mais c'est une possibilité que ça arrive. Okay. Et donc eux, ils financent une grosse partie. Bon, t'as bien sûr les sponsors en plus, mais ils amènent de l'argent pour que justement le projet se fasse. Donc c'est assez similaire, ça existe également dans le cyclisme, j'imagine, dans plein d'autres sports. Ouais. Mais au très haut niveau du cyclisme, ça n'existe pas. Ok. Non. Okay. Quelqu'un qui vient avec autant d'argent personnel ou de la famille, j'ai jamais entendu parler. Okay. Après, ça peut être un très bon cycliste qui vient avec des sponsors incroyables. Okay. Mais bon, ça va être un bon cycliste aussi. Ok. Ouais. Du coup, ton entrée dans le cyclisme pro, c'est l'une des expériences les plus chères que tu te sois acheté? On peut dire ça. Après, j'ai acheté un appartement à Berlin il y a quelques années, 6 ans. C'était mon premier gros investissement. Ouais. Et j'avais mis presque 1 million dedans. Genre mon appartement de rêve, tu vois, genre penthouse, etc. Machin truc magnifique dans le quartier que je voulais. Après, j'en ai eu un peu marre de ce quartier-là. Je suis allé autre part. J'ai racheté un autre appart encore plus incroyable. Mais c'est ridicule, quoi. C'est absolument ridicule cet appart. C'est-à-dire il doit faire... Il y a 220 mètres carrés habitables et 250 de terrasse, un truc comme ça. Ridicule, quoi. Très bien. Et c'est même pas ce que je recherchais. Après-midi. C'est même pas ce que je recherchais. Je voulais juste dans un quartier spécifique. J'avais pas besoin d'acheter un truc gigantesque, mais juste quand je l'ai acheté il y a 1 an et demi, il y avait rien sur le marché, quoi. J'ai cherché pendant 1 an et puis c'était. Ça coûte combien? 2,7. 2,7. Ouais. T'as vendu le premier ou t'as... Non, je l'ai toujours, mais je vais le vendre. Là. Ok. On va commencer à le vendre, ouais. Donc pour avoir pas de galère, tu vois, c'est tout, quoi. Ok. Parce que parfois t'as un truc qui, même si l'appartement, j'ai pas envie qu'il soit vide pendant des années non plus, tu vois, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, c'est pas illégal à Berlin de le laisser vide. Mais il y avait quelqu'un qui était là, une amie qui était là pendant tout l'été, donc pas de souci. Mais c'est noté, c'est enregistré. C'est noté, c'est enregistré. Il y avait quelqu'un dans mon appartement, il était pas vide. Et non, mais je préfère le vendre. Ouais. Même s'il est magnifique, ça se trouve un jour j'aurai envie de retourner. Je préfère juste moins de soucis. Ok. Et en termes de possession de choses, est-ce que tu as acheté des trucs J'adore les bagnoles, moi. Ok. Ouais, j'ai acheté une vieille Lambo. Ok. Tu connais les voitures un peu? Un petit peu. Ouais. Murcielago, ça te parle? Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai acheté une boîte manuelle 2003. Ok. Trop cool. Chouette. Et là, je regarde une Veyron, une Bugatti Veyron. Ah ouais? Ouais. La voiture un peu ultime. Ouais, c'est incroyable. En plus, c'est un modèle unique, tu vois. Ils en ont fait un comme ça, tu vois, avec la finition, la couleur, etc. On va voir si c'est la prochaine chose que tu voudrais acheter bien cher. Et Bugatti, c'est 1-2 millions, un truc comme ça? Ouais, c'est dans les 1,5-2, ouais. Ok. Une Veyron, donc ça a déjà... ah oui, parce qu'il y a la Chiron maintenant et c'est la Veyron. Ouais. Okay. Il y en a même une nouvelle maintenant. Ouais. Mais je voulais pas de Bugatti, mais je me disais, bon, déjà la Lamborghini, c'est vraiment trop cool, tu vois. La vieille Murcielago, elle est géniale. Et puis après, je voulais me dire, tiens, je vais me prendre une Diablo, tu vois, parce que j'adore aussi. Je l'ai en décapotable. Ils vont en faire une nouvelle d'ailleurs de la Diablo, il me semble. Ah ouais. Ah non, c'est la Countach, qui viennent de update. Pardon. Ouais. Et la Diablo, donc c'est le modèle d'avant, parce que je voulais une décapotable. Et je l'ai essayé, tu vois. Et puis j'étais pas. En fait, c'est juste une version moins bien de la Murcielago, donc. Bon. Et puis après, j'ai Bugatti, pourquoi pas. Donc Bugatti peut-être. Prochain achat. Okay. Bon, l'offre elle est là, j'attends le contrat. On verra. Et puis là, c'est pas comme acheter une. C'est plus sérieux, tu vois. Genre, le mec, il veut pas me parler, quoi.
Il me dit pour raison de sécurité, il passe par un agent. Il y a des intermédiaires. Il y a un intermédiaire, etc. Il y aura un pré-contrat, une inspection de la voiture, un truc, un machin. C'est pas juste tiens, voilà l'argent et ta voiture. Et en Allemagne, tu peux rouler à la vitesse que tu veux sur les autoroutes. Donc ça fait sens d'avoir ce type de voiture. Ouais. Ah, je l'ai fait avec la Murcielago. C'est génial. Mais c'est un peu flippant. Ouais, j'imagine. Parce que c'est une vieille voiture et ça freine très mal. Ouais, j'imagine. Et c'est ça qui fait peur. À 300, tu dois tout regarder, tu vois. À 500 mètres, à 300, 400 mètres, tu dois voir ce qui se passe et être préparé à freiner, quoi. Parce que ça freine tellement pas. Et la Bugatti, elle peut monter à 400, c'est ça? Ouais, 400 et des brouettes, ouais. Et tu penses que tu peux le faire? Je sais pas. On va voir. La suite au prochain épisode. Je pense que reste... Alors, la vieille, entre guillemets, Murcielago, à 300, tu le sens, quoi. Ouais. Même à partir de 200, t'es hyper concentré. Mais apparemment, moi, j'ai jamais conduit l'Aveyron, mais apparemment, l'Aveyron, genre à 300, t'es tranquille, quoi. Ok. La Lambo, elle est stable aussi, mais le bruit, les vibrations, le fait qu'il n'y ait pas de frein, d'urgence, finito pepito. Faut savoir conduire. Est-ce qu'il y a des choses et faire gaffe, quoi. Il y a des choses ou des expériences que tu aimerais t'acheter et que tu ne peux pas t'acheter? Je t'ai dit, je t'ai préparé quelques petites questions, ça va te faire réfléchir un peu. Rentrer dans une top équipe de cyclisme, tu vois, par exemple, je me vois pas mettre plusieurs millions. Hein. Ok. Non. Si j'avais beaucoup plus d'argent, oui, ce serait pas trop un problème. Mais là, mettre un quart ou... Non, mais même mettre... disons de ta fortune pour 1 million, tu vois, entre guillemets, je le ferais pas. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre parce qu'ils se disent, bon, il a 20 millions... Ouais. De toute façon, c'est largement assez. À partir du moment où tu as 7-8, déjà, tu peux voir toute une vie. Il n'y a pas de souci avec les intérêts, etc. Ouais. Et il y a plein de gens qui vont se dire, pourquoi pas prendre 3, 4, 5 millions pour suivre sa passion. Mais parce qu'on garde quand même un respect pour l'argent, pour le fait que c'est énormément d'argent, même si on en a plus que la moyenne. Ouais. Et donc, c'est intéressant que tu aies des limites. En fait, c'est pas des choses que tu... Ma question, je l'ai peut-être pas encore assez bien formulée. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas du tout t'acheter, que tu n'aurais pas les moyens et qui te font rêver? Là, c'est un bel avion, mais là, c'est juste que tu te dis non, je vais pas dépenser un quart de ma fortune pour faire ça. Mais est-ce qu'il y a un truc qui coûterait encore plus cher et que tu je connais pas, je sais pas comment est-ce que ça coûte un avion, tu vois. En fait, il y a tous les prix. Il y a tous les prix. T'en as à 100 000 balles, le truc, le plus petit, l'ULM, tu vois. Et puis sans moteur. T'as des trucs sûrement qui doivent se rapprocher du milliard, peut-être. Je me rends pas compte. Sur les yachts, oui, mais sur les avions, ça peut monter sûrement très très haut. Ça serait énorme, tu vois, d'avoir genre un avion confortable pour faire des longues distances. Courte et longue, peu importe, tu vois. Et puis genre j'appelle le mec, le pilote, je voudrais partir au Panama demain ou ce soir, c'est parti. Et puis ça serait génial. Donc c'est ça. Ouais, oui. Pourquoi pas. Bon, allez, on met ça à la liste. Pas trop ce que non, il y a pas grand chose que je peux j'adore les voitures, donc moi j'aurais bien une petite collection, non? Ouais, mais comment ça s'appelle déjà? Ça me revient plus là. Pagani, ça te parle? Oui, bien sûr. Mais elles sont intouchables. C'est la Zonda, c'est ça? Non, Ouais, il y a eu la Zonda, c'était la première, elles sont magnifiques, mais c'est dans les 10 millions. Ou c'est en train d'arriver aux 10 millions maintenant. Parce que quand je regarde pour la Bugatti, je demandais aussi, et puis rien en dessous de 7-8 millions. Ouais. Ok. Non, moi je suis très Porsche pour le coup, en voiture. Ouais. Et je regardais les Carrera AGT. Ok. Tu vois ce que c'est? Bien sûr. Ouais. 1,5 million, ouais. Très beau. Très beau. Mais en vrai, c'est pas ce qui me fait le plus rêver de chez Porsche. Moi, la 911 classique, c'est ce que je préfère. En vrai. Et si j'avais les moyens, non, j'ai les moyens, je pourrais l'acheter demain. Mais si vraiment je voulais en acheter une, parce que j'en veux pas. En vrai, je veux pas la posséder. Je la trouve juste jolie, mais je veux pas la posséder. Je sais pas si tu connais les préparateurs RUF ou Singer en Californie, SINGER. Ça te dit rien. Mais en fait, ils prennent des vieilles air-cooled, celles qui étaient refroidies à l'air. 90. Ouais, et en gros, ils te les refont intégralement. Ouais. Et quand je te dis intégralement, ils te refont les intérieurs magnifiques. Avec Resto mode, ils appellent ça, non? Du tartan, mais beau. De chez beau. Beaucoup mieux. Ouais, à un niveau... je sais plus à combien elles sortent les bagnoles, mais déjà il faut emmener ta donneuse, donc il faut trouver une qui soit en très bon état. Et ensuite, je crois qu'ils te prennent 3, 4, 500 000 pour. D'accord. Ça coûte une fortune. Et surtout liste d'attente, je sais pas combien d'années. Ah ouais. Ouais, ça met très longtemps. Et pourquoi tu le fais pas? Mais parce que ça me fait chier de posséder des trucs comme ça. Après, je me dis qu'est-ce que je m'en fous, elle va être là. Ça va tomber en panne. Je suis tout le temps. Oui, je suis tout le temps en train de voyager. Quand je vais arriver, je vais la démarrer, ça va pas marcher. Et puis je préfère me foutre à l'arrière d'un Uber avec mon téléphone. En fait. Moi, c'est un kiff de conduire
Tu vois, la Murcielago, c'est trop cool, c'est trop marrant. Donc ouais, j'aime bien les voitures, mais en posséder, ça m'intéresse pas en fait. Ouais. Ah mais c'est des galères. Moi là surtout la Murcielago, ça doit être. Non, c'est une voiture fiable. Hein. Ça va quand même. Ouais, c'est fiable. Bon là, elle est un peu surchauffée. Dernier trip que j'ai fait, je suis allé en France, depuis Berlin jusqu'en Alsace, je suis revenu, donc 1500 km. Ok. Et les 5 derniers kilomètres, j'arrive à Berlin, tout se passe bien, etc. Et je suis dans le trafic, dans les embouteillages. Dans les embouteillages, et puis je vois l'aiguille de la température de moteur dans le rouge, tu vois. Donc je suis rentré vite chez moi, elle est rentrée, je l'ai posée, et puis là, elle est au magasin pour une durée indéterminée. On verra ce qui se passe. Bon, c'est une vieille voiture, voilà, ça plante, c'est tout. Je te souhaite que ça te coûte pas trop cher. Si le moteur est OK, on verra. Je sais pas. Ensuite, le sujet suivant que je voulais aborder, c'était les passeports, puisqu'on a une passion commune tous les deux sur la collection de passeports supplémentaires. Ouais. Donc, tu es né avec un passeport français, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça? Tu n'en avais pas d'autres? Non. Et ensuite, à un moment, tu t'es dit, j'aimerais bien en avoir plusieurs autres. Déjà, pourquoi cette démarche de vouloir avoir plusieurs passeports? Est-ce que ça a un côté fiscal ou est-ce que simplement pour avoir plus de liberté, plus d'options? C'était quoi l'idée derrière? C'est pour le fun. Ok. Ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns des gens dans le monde qui se disent ah bah tiens c'est cool de collectionner les passeports. D'avoir plusieurs passeports. Bon non, il n'y avait pas de volonté d'optimisation fiscale. C'était pas une. J'en ai pas besoin d'optimisation fiscale. Ouais, non, mais peut-être une crainte sur le fait que la France viendrait un jour peut-être à taxer les Français, peu importe où ils sont dans le monde, comme ils l'ont encore proposé il y a pas si longtemps. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens obtiennent des passeports supplémentaires. Les deux raisons pour lesquelles les gens obtiennent des passeports supplémentaires, souvent, c'est soit pour des raisons fiscales, les Américains, parce que peu importe où ils sont dans le monde, ça les suit, soit pour des raisons de mobilité. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement nés dans des pays où le passeport n'a pas beaucoup de puissance à l'international quand ils doivent se déplacer. Et donc, quand ils en ont les moyens, eh bien, ils investissent pour obtenir un passeport supplémentaire. Donc ça, c'est les deux grandes raisons. Toi, tu l'as fait pour le jeu, pour le fun. Pour le fun, je trouve ça cool d'avoir plein de passeports. C'est marrant et c'est un processus qui est un peu chiant, mais une fois que tu les as, c'est cool, c'est marrant. Je trouve que c'est un des plus gros flex possibles. En fait, je trouve que c'est même plus haut que des bagnoles ou des trucs comme ça, des passeports. Je trouve que c'est extraordinaire. Pour moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, avant que tu le saches, je me dis, c'est pas possible, tu peux pas acheter un passeport, ça n'a pas de sens. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a à vendre un passeport? Ça n'a pas de sens, c'est pas un business. Si. C'est un full business d'ailleurs. Il y a toute une économie autour. Ouais. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous dire quel passeport tu as actuellement, lesquels sont en cours, et nous parler un petit peu des process Français, bien sûr, je l'ai toujours. Okay. En cours, portugais, parce que mon grand-père était portugais. Ok, donc par ascendance, Ouais, okay. Sauf que il faut... si mon père, qui est aussi portugais, avait fait renouveler son passeport, ça aurait été hyper simple pour moi. Mais il voulait pas le faire, il avait la flemme. Merci papa. Et donc j'ai dû passer par mon grand-père. Ok. Donc ça rajoute une couche de complications parce que j'ai dû prouver que c'était mon grand-père parce qu'on n'avait pas le même nom de famille. Ok. Et c'était un peu chiant. Enfin, c'est les avocats qui l'ont fait, mais ça a été chiant pour eux. Okay. Ils ont dû retrouver des extraits d'actes de naissance, de décès dans des villes un peu lambda, quoi. Et j'ai dû passer un test de portugais, mais au niveau, je crois que c'était A2. Okay. Mais bon, j'ai dû quand même prendre des cours pendant peut-être 20 ou 30 ans. Ouais, ça va, ouais. Et j'ai dû aller à Lisbonne faire un test, tu vois, c'est un test écrit, oral, etc., qui prouve que tu as un niveau A2. Et ça s'est pas trop mal passé. Bon, j'ai fait ric-rac, mais je suis passé, c'est bon. Okay, cool. Et ils m'ont refusé. Les avocats étaient un peu sur le cul, ils m'ont dit ils vous ont refusé parce que ils ont dit on ne sait pas si votre grand-père c'est vraiment votre grand-père parce qu'on n'a pas le même nom de famille. Enfin c'est un peu bizarre. Moi j'ai changé de nom de famille à l'âge de 1 an parce que mon père avait décidé de changer de nom de famille d'Acosta Pinheiro qui est le nom de mon grand-père, donc un ultra portugais, à Muller qui est le nom de ma grand-mère. Et donc sur mon acte de naissance il y a marqué d'Acosta Pinheiro rayé, Muller après, tu vois. Okay. Et apparemment le juge qui doit dire oui ou non à la nationalité, il a dit mais on ne sait pas si vraiment votre grand-père c'est votre grand-père. Donc là il y a des avocats, ils ont embauché des chercheurs pour qu'ils aillent prouver ils trouvaient l'acte de naissance non c'est plus quoi. C'est quoi qu'ils cherchaient? Oui, c'était
quand mon grand-père a reconnu l'acte de reconnaissance, je sais pas si ça s'appelle comme ça, ils sont allés chercher, apparemment ils l'auraient trouvé et puis ils l'auraient envoyé aux avocats Ok, donc ça c'est en cours. C'est toujours en cours, ouais. Ok, mais ça c'est une des façons les plus intelligentes, les plus faciles et les moins coûteuses d'obtenir un passeport supplémentaire, c'est de regarder si on a des ancêtres qui étaient d'un pays différent, et là c'est une bonne façon de le faire. Mais ça n'a pas de sens, tu vois. Quand tu as un passeport français, pourquoi est-ce que tu voudrais un autre passeport européen, tu vois, ça sert pas de bout, tu vois. Plus d'options, oui, tu vois, peut-être au cas où, le chaos total. Il y a plus d'avantages à avoir plus d'options que. Bien sûr. que le contraire. Et je me dis, quand les gens me demandent, je dis souvent, oui, mais dans 30 ans, comment est-ce que ça sera, tu vois. Est-ce que le passeport français, ce serait pas tu vois, genre un passeport catastrophique, quoi. C'est peu probable, mais c'est possible. Et peut-être que le passeport turc sera un meilleur passeport. C'est pas impossible. Puis ça donne des options aux enfants aussi plus tard. Si voilà, étudier en Turquie, ils ont le passeport direct ou n'importe quoi. Donc du coup, français, portugais en cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le passeport turc que j'ai fait il y a 2-3 ans. 2-3 ans. T'as fait comment? T'as fait un investissement immobilier ou... Non, j'ai mis de l'argent sur un compte bancaire. Ah, comme moi. Donc, du coup, $500 000 bloqués pendant 3 ans. 450 000 euros ou 400 000 euros, je sais plus, sûrement 450. C'est 500 000 $, donc 450 000 euros sûrement. Avec un intérêt de 1%. Moi, j'ai eu un petit peu d'intérêt au départ et ensuite j'ai rien eu. J'ai raconté toute mon expérience. J'ai fait une vidéo où je raconte toute mon expérience de devenir turc par cette voie d'investissement. Donc on a fait exactement le même chemin. Moi au début je regardais l'immobilier. C'est vrai qu'il y a des très belles propriétés à Istanbul, dans le cœur d'Istanbul, des propriétés historiques qui me faisaient quand même assez rêver. Je trouvais ça bien. Mais en fait j'ai perdu trop de temps. Et encore une fois, j'aime pas posséder des choses, donc du coup, j'ai terminé par faire la voie de l'investissement, enfin simplement déposer de l'argent sur un compte. Donc, tu as fait ça, tu as bloqué pendant 3 ans. Du coup, si tu l'as fait il y a 2-3 ans, là, tu es bientôt à la fin. Où ça y est, j'ai récupéré. T'as récupéré ton argent. J'ai récupéré il y a peut-être 6 mois ou 1 an. Donc, ça fait 3 ans que tu as dû le faire. Ouais, parce que j'ai eu un premier avocat qui était pas bon. Qui savait pas ce qu'il faisait, etc. Il me faisait faire des documents et puis en fin de compte, ça avançait pas. Puis après, j'ai trouvé les bons avocats et puis eux, ça a été hyper facile. Ça a été boum, 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 boum. J'ai jamais eu besoin d'y aller. Alors que l'autre, il me demandait d'y aller assez souvent. Et eux, jamais, quoi. Donc ça s'est fait bien. Il y a quelque chose que tu as fait d'intéressant avec le passeport turc, c'est que tu as changé de nom en même temps. Enfin, du coup, sur ton passeport turc, tu as un nom différent. C'est une possibilité, en fait, quand tu fais le passeport turc. On te propose... Il y a quelques programmes dans le monde, c'est assez rare, qu'on te propose de pouvoir changer de nom. Mais la Turquie fait partie de ces pays. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Comment t'appelles-tu? Mehmet, champion bicyclette. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est fantastique. Qu'est-ce qui m'a pris? Je savais pas avant qu'on pouvait changer de nom. C'est une fois que je l'ai eu. Quand t'as proposé, tu t'es dit. Mes avocats ils m'ont dit, mais Gabriel, pourquoi est-ce que t'as pas changé de nom? Et puis j'avais déjà le passeport en main. Et je leur ai dit, on peut? Ils m'ont dit, ouais, on peut, Et puis apparemment, avant, au tout début, tu pouvais faire ce que tu voulais. Genre ils m'ont dit qu'ils ont un client qui s'appelle un client russe qui s'appelle Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. En turc, version turque, tu vois. Mais après ils ont calmé le truc, où il faut que tu aies un nom. Ils ont calmé le truc, pas tant que ça. C'est dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire. Tu as le droit, apparemment. Enfin, il faut toujours qu'un juge dise oui. Mais que tu justifies pourquoi est-ce que tu veux t'appeler champion de bicyclette. Mais c'est dans le dictionnaire turc parce qu'il y a un peu de français. Et le juge a dit oui. Les avocats moi je l'ai pas fait, mais ils m'ont dit que si un jour je voulais changer de nom, en fait tu as l'option dans le futur, et c'est bien que tu me le confirmes, c'est que toi tu as eu d'abord ton passeport en tant que Gabriel, et ensuite on t'a proposé de... Donc ça marche vraiment. Et c'est pas un process trop long? Non, je te rappelle plus. Peut-être 6 mois, je sais pas. En fait, c'est les avocats qui sont allés devant le juge et qui ont tout fait, etc. Moi seamless pour moi. Et du coup, ils t'ont refilé un autre passeport après avec le nouveau? Ouais, je suis allé au consulat, ils m'ont filé un nouveau passeport, une nouvelle carte d'identité, et puis c'est bon, les comptes bancaires ont été changés, etc. Mais tu te rends pas compte, t'as des galères qui peuvent arriver derrière. Et justement, parlons-en. Le fait d'avoir 2 identités, entre guillemets, d'avoir 2 passeports avec 2 noms différents, moi c'est un truc qui me ferait flipper en termes de voyage. Par exemple, quand tu vas aux États-Unis, t'as 2 passeports, t'en as un turc avec Mehmet, champion bicyclette, et un autre Gabriel Muller. Non, c'est des choses. Ouais, il y a peut-être ça. Moi je voyage pas avec mon passeport turc, donc à la rigueur mais c'est plus genre un jour quand j'ai récupéré mon argent de Turquie, j'ai voulu l'envoyer au Panama, et au Panama ils ont dit mais c'est qui ce mec? Et donc au Panama ils ont demandé
un extrait traduit, je crois, certifié du jugement, quoi. Ok. Donc comme quoi tu avais changé de nom, mais que tu étais la même personne. Ouais, ça doit créer bon, ça c'est pas grave, ça, tu vois, ils le font et pour moi c'est pas très très grave. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé en Arménie. Je t'ai raconté ou pas? Non. Ah. Donc je suis en cours pour devenir arménien aussi. Ça a commencé à 5 ans. Et j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt, mais ils sont d'ailleurs toujours en conflit avec, je n'ai pas envie de dire de bêtises, sur le pays avec qui ils sont l'Azerbaïdjan. Ouais. Ok, ouf. et pendant un moment, si tu devenais arménien, ils t'envoyaient direct, ils t'envoyaient au front, quoi. Donc, de toute façon, même les sites des banques arméniennes, il y avait des soldats dessus. Le pays, et semi en guerre, Ouais, donc tu regardais, il y avait des super taux d'intérêt. En fait, moi, ça m'avait intéressé pour placer des comptes à terme. Mais en fait, sur la bannière principale, tu avais des soldats. Bon, ok, t'as compris que le pays est en guerre, quoi. Moi, je trouve ça sympa, le pays. Je suis allé 2 fois. C'est bon, rien de spécial, quoi. Et c'est pauvre, hein. Ouais, et pourquoi par quel moyen tu passes justement pour obtenir le passeport arménien? Andrew Anderson, ça te parle? Ok, ouais. C'est lui, je l'avais rencontré, mais il fait tout un petit programme, etc. Machin truc, et j'avais fait l'Arménie, ouais. Ok. Et j'avais compliqué ma vie en créant trop de comptes bancaires partout, tu vois, maintenant je simplifie. Ok. On avait commencé l'Arménie. Ok. Et j'ai voulu le terminer il y a 2 mois. Parce que il t'envoie plus au front quand tu deviens arménien. Okay. Enfin, apparemment, si tu fais ta demande alors, disons que tu fais ta demande de citoyenneté, tu l'obtiens. Après, tu fais ta demande de passeport. Si tu l'as fait en Arménie, il t'envoie au front. Mais si tu l'as fait à l'extérieur, en Allemagne, il t'envoie. T'envoie pas. Bah non. Et il me semble, donc ça, c'est un programme qui est non officiel en Arménie. Il me semble, c'est pas un programme qui est réellement marketé. C'est un investissement à faire dans le pays. Plus une donation 20 000 d'investissement. Non, c'est pas une donation, c'est un investissement. Juste un investissement que tu récupères. Et d'ailleurs, ça rapporte de l'argent. Ok. Ouais. Donc c'est quoi, un compte à terme? Non, le compte, je crois que c'est pas obligatoire. Je pense que c'est ton avocat le place dans quelque chose. Mais je sais pas ce que c'est. Je m'en rappelle plus. Est-ce que c'est des bons d'état, d'étatique? Je sais pas. Ok. Et au bout de 3 ans de résidence ou 4 ans, tu peux demander la nationalité, ouais. Ok. Et ça, apparemment, il y en a. Mais mes avocats, apparemment, cette année, ils en ont eu que 6, tu vois, qui ont fait la demande de naturalisation, dont moi. Ok. Et du coup, t'allais me raconter la pire histoire qui était arrivée. Ouais, c'est ça. C'est parti. Alors, au mois de septembre, on commence j'avais rendez-vous, je crois, début octobre pour finaliser le truc. Et t'as un test, mais qui est très simple, de constitution, et c'est en arménien, hein, c'est leur propre alphabet, quoi, complètement différent. Aucune ressemblance. Donc, on va apprendre l'alphabet. Et puis après, tu as une 50aine de questions sur la Constitution, mais même si elles sont... c'est random, en fait. Enfin, les questions sont toujours les mêmes, mais les réponses c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Mais si tu apprends les ressemblances dans les réponses, etc., tu t'en sors largement. Tu vois. C'est pas difficile. 50%, il faut. Donc, c'est à 50, et c'est hyper facile. Mais... dans ta demande de naturalisation, tu as un document à remplir en arménien, tu vois, où tu dois écrire ton nom, de ton père, etc. Et c'est hyper dur. Je pensais que ça allait être facile, c'est hyper dur. Et je suis arrivé là-bas en sachant que j'étais pas à 100%, tu vois. Okay. Genre, je pouvais le remplir à 95%. Et je pensais que j'allais être un peu tu vois, tranquille, tu vois, on allait m'aider ou un truc comme ça. Et j'arrive et puis... les avocats... non, je reviens quelques semaines en avance. Peu de temps avant le rendez-vous en Arménie pour faire la demande de naturalisation, où je dois aller physiquement et faire le test, etc. L'avocat, il me dit mais il nous manque plusieurs papiers, tu vois, genre l'apostillation de mon acte de naissance, ou je sais pas trop quoi, et puis on n'arrive pas à le faire. Donc on dit, bon bah écoutez, on va reprendre un mois de plus pour revenir début novembre, le temps pour faire les documents. Et puis on n'arrive toujours pas à le faire, c'est trop galère, il faut que j'aille en France, j'ai un truc, je suis à Berlin, et puis ça me casse un peu les pieds. Et entre-temps, les avocats ils disent, oh, on a retrouvé les papiers. En fait, ils les avaient, les papiers qu'on avait envoyés, mon avocat d'avant avait envoyé il y a longtemps, donc ils avaient les papiers. Première énorme erreur qu'ils font, tu vois, ils retrouvent les papiers. Ok, donc je me dis, bon bah, je vais venir, début novembre. Je vais avec l'avocat devant les quelques nanas qui gèrent ça. Je crois qu'elles sont 3 ou 4, tu vois, seulement. Les demandes de naturalisation, et c'est hyper strict. Okay. Ça rigole pas. La nana, elle est hyper stricte. Et puis elle me donne, elle vérifie un peu que le dossier est ok, tu as tous les documents, elle vérifie 8 heures, et puis elle me donne le fameux
le fameux document à remplir manuellement, que je sais, il est hyper dur. Je le fais, et puis elle me donne pas la première page. Elle me donne direct la deuxième page qui est la plus difficile. Tu vois, donc ça rigole pas. Et les premières lignes, je les fais, je sais que ça, je gère, ça va. Et puis arrive la partie difficile, tu vois. Je commence à remplir et puis je sais que je sais pas le faire, tu vois. Puis elle me regarde, en train de faire. Et puis elle voit que j'arrive pas, et puis un peu comme ça, et puis elle te met une pression de ouf. Bon, peut-être que je me suis mis une pression moi-même aussi parce que je savais que j'allais pas le faire. Je pensais qu'on allait m'aider, tu vois. En fait, ça fait partie du test, quoi. Et j'arrive pas. Et puis elle a une conversation avec l'avocat, et je pense qu'elle est pas contente, tu vois, qui m'a envoyé comme ça alors que j'étais pas à 100%. Et je vois que les avocats aussi, ils étaient mal. Et puis après, je me rappelle de quelques trucs. Allez, ça n'a pas été accepté. Mais ils me disent, Lana me dit, bon, bah, tu peux revenir dans 2 jours. Donc je dis, ok. Tu taffes pendant 2 jours. Putain, comme un malade. Mais c'est quoi les moments qui sont difficiles? C'est quoi? Ils te posent des questions compliquées? C'est quoi? En fait, c'est le plus difficile, c'est que ils demandent quels sont les documents que vous apportez. Et tu as une liste de 5 documents, genre apostillation du passeport et traduction, apostillation de... ça se dit apostillation? Je sais même pas. Ou certification de... je sais plus. Tu as 5 documents que tu fournis et il faut donner la traduction en arménien. Et c'est tellement difficile. Je sais pas si j'ai un cerveau qui est pas fait pour ça, mais pour moi, c'était tellement dur d'apprendre ces 5 mots-là. Et j'ai dû passer au moins 15 heures entre les 2 jours à faire que ça, tu vois, à écrire ça, et ça rentrait pas. Je me dis, putain, je vais jamais y arriver. Puis finalement, quelques heures avant, je voyais que j'arrivais à le faire, tu vois. Et je repasse devant la même nana, et je fais le truc, elle me regarde faire, etc. Et je fais tout nickel. Même pas une faute. Et ok, elle prend le document, tout va bien. Puis elle part dans son coin, elle vérifie que tout est bon, tout va bien. Après, elle demande les originaux. Et elle me demande mon passeport turc. Parce que moi, je vais le déclarer que j'étais turc, je vais pas cacher ça. J'ai pas envie mais ils détestent les Turcs en fait. Non, il n'y a pas de souci. Oui, il y a eu le génocide, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. Je pensais que il y aurait peut-être un problème, mais en fait, non, tu vois, c'est pas important. Enfin, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que ça les dérange pas sur le. Non, pour la demande, dans la procédure. Il n'y a pas de problème. Peut-être que si j'avais été que turc, peut-être. Mais vu que je suis français d'origine, pas de problème. Et donc, je lui donne mon passeport turc. Et elle regarde le passeport, elle me dit, mais c'est qui cette personne? Mettre champion bicyclette. Et puis, bah non. C'est une autre erreur des avocats, tu vois. Ils n'ont pas déclaré. Ils n'ont pas déclaré les 2 noms. Ouais. Non. Et en Arménie, ils reconnaissent qu'un seul. Tu peux avoir 2 noms. Tu peux avoir 2 nationalités avec 2 noms différents. En France, tu peux, tu vois. Enfin, c'est toléré, quoi. En Arménie, tu n'as qu'un nom, quoi. Donc, eux, ils ont estimé, après avoir discuté avec les avocats, etc., ils ont décidé que, vu que mon dernier changement de nom, c'était Mehmet Champion de bicyclette, bah, l'application, c'est Mehmet Champion de bicyclette. Donc tu vas être Mehmet Champion bicyclette arménien aussi. Je pense, ouais. Je pense, mais il faut que je trouve d'autres avocats parce que je peux pas, ils font trop d'erreurs. Je vais retourner, je vais bosser, etc. Et puis il va manquer un truc dans le dossier. Et puis ils sont hyper stricts, c'est normal. Et ça va pas passer, quoi. Donc il faut que je trouve un autre. Je sais pas si je trouverai. Et je sais même pas si je vais le faire. C'est trop de. À ce point-là. Là, je suis trop, quoi, de tout refaire, tout le dossier, réapprendre le questionnaire, etc. Je flippe que ce qui est encore une erreur, quoi. Et que je dois revenir après 6 mois plus tard. J'ai pas le temps, quoi. Il y a d'autres passeports en cours? Panaméen. Ouais. Non, c'est tout. Portugais, turc, arménien, français, c'est tout. Je pourrais devenir allemand aussi. Au bout de 5 ans de résidence, tu peux demander la... Et là, ça fait combien de temps que tu es résident là-bas? Ça fait même pas 1 an. Ouais, mais je sais pas si je le ferai. On verra. Pourquoi pas. Question suivante. Comment tu investis ton argent? Peut-être que tu as eu la même situation. Moi, au début, il y avait l'argent qui rentrait des apps, etc. Et puis ça commence à s'accumuler. Et puis... je me dis, putain, j'ai 1 ou 2 millions sur mon compte, comment est-ce que je fais pour investir? Je savais pas, donc j'ai commencé à m'intéresser. Au début, mes potes, ils mettaient en crypto, donc j'ai mis une partie en crypto. Après, j'ai trouvé des chaînes. Je regarde beaucoup de YouTube, mais américains. C'est Graham Stephan. Ouais. Et donc, j'ai commencé à acheter des ETF. En français, on dit ETF aussi? ETF, ouais. ETF, ouais. Index. Ah oui, des index, ouais. J'ai acheté donc mes 2 appartements à Berlin. Un petit hôtel à Istanbul. Ouais.
et un autre petit hôtel à Bali. Et comme toi, t'aimes pas avoir de possession, maintenant je me dis, j'essaie de simplifier au maximum. Mais les hôtels, c'est cool, c'est marrant, mais et c'est un bon flex aussi. Tu vas dire, oh, j'ai 2 hôtels, mais c'est trop de galère. C'est trop de galère. Et ça rapporte. Ça, par rapport au temps que ça autant que je passe à dessus. La bande de cerveau que ça te prend. Par rapport aux apps, tu vois. Tu vois, parfois je peux faire une petite découverte dans les apps et ça peut faire 1 million ou 2 ou plus, tu vois. Et à l'hôtel, c'est trop de galère. Ok. Et justement, c'est bizarre du coup que tu n'aies pas utilisé ton hôtel en Turquie pour faire la citoyenneté. Ouais, c'était c'est dommage. Ça aurait été la logique. D'abord, j'ai mis l'argent et puis en même temps sur le compte bancaire, donc j'ai mis le demi-million. J'ai fait le processus à peu près en même temps qu'un ami à moi. C'est lui qui avait commencé le processus turc. Et puis, moi, je fais, écoute, t'as des bons avocats, ok, je vais prendre tes avocats, etc. Et lui avait acheté une propriété à Istanbul. Ok. Et il en était content, etc. Hein, mais bon, lui aussi, il a des galères avec ça. Tu vois, faut toujours gérer les Airbnb, les trucs, les machins. Je sais pas. Et moi, je me suis dit, bon, moi, à la base, je voulais acheter un appart à Istanbul que je louerais sur Airbnb. Et j'avais rien vu de bien sexy, mais on m'a proposé cet hôtel-là pour un tarif qui me paraissait peu. Okay. Et il a tourné correctement pendant 2 ans. Il faisait un petit peu d'argent, mais du 10% par an, tu vois. Mais en pensant aussi certainement que la valeur allait un petit peu augmenter. Au final, la valeur de l'immobilier n'a pas augmenté. Ça dépend dans quel quartier. Enfin, depuis que je l'ai fait, moi, le passeport, je sais plus c'était en quelle année. Bon, après, je l'ai dû le faire de 3 ans avant toi, par contre. D'accord. Mais ça avait quasi doublé l'immobilier. À Istanbul à Istanbul Centre, dans les meilleurs quartiers. Ah, moi, c'est un quartier de merde. Ah, ok. C'est à côté de... ce qui est bon, c'est tout ce qui est à côté d'Istiklal, Nishantashé. Ouais. C'est quoi je sais même plus les bons quartiers. Taksim, voilà. C'est à côté de Taksim. C'est les bons quartiers. Oui, non, mais c'est il y a un quartier un peu pourri. Vraiment Shishley, Je sais plus. Franchement, je sais plus. C'est à 5-10 minutes à pied de Taksim. Mais dans un quartier particulièrement délabré que je trouve magnifique. Okay. Un peu comme Kafkaoiro en fait. La partie un peu délabrée. Et il y avait un hôtel là, je trouve ça magnifique. Mais en fait, il y a un immeuble sur 3 qui est inoccupé, quoi. Et je me suis dit, ouais, mais ça va gentrifier. Ça va gentrifier, etc. Il y a eu pas mal de quartiers qui se sont gentrifiés. Tout ce qui était autour de Nishantashé, justement, ça s'est pas mal monté. Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais en tout cas, oui, tu vas 2 rues plus loin, ils ont tout refait, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est le temps pour moi, quoi. Je vais garder l'hôtel 2-3 ans, et puis en fait, non, il s'est rien passé. Ça va arriver. Et ouais, peut-être. Mais en tout cas, cette année, là, il y avait un manager qui gérait l'hôtel qui était payé à la com. Et cette année, l'hôtel, il a fait très peu d'argent. Et puis, le manager, il a dit, moi, j'arrête parce que je fais plus d'argent. Donc, on a fermé l'hôtel. Ah, carrément. Ouais. Okay. On a mis des barreaux, trac, un système de sécurité fermé. Et je vais le vendre. Ok. Je vais vendre, je sais pas. À mon avis, ça n'a pas augmenté. Hein. D'ailleurs, ils ont fait une estimation. Non, c'était pareil qu'il y a 3 ans. Ok. C'était un mauvais investissement. Bon, on fait des erreurs, hein, c'est pas grave. Je vends et puis je vais tout remettre dans. Si la crypto rebaisse, je remettrai. Et puis, ou sinon, dans des ETF. Ouais. Ok, donc majoritairement, tu investis ton argent IMO. Ouais, beaucoup d'IMO, ouais. ETF. Ouais. Et crypto un petit peu, ouais. Crypto. Je dois y avoir 1,5 million maintenant. Mais que j'avais mis peu, hein. J'ai dû investir peut-être 200 000. Ok. 300 peut-être. Donc tu as bien investi. Ouais. J'ai acheté au bon moment. Ok, cool. Ouais. Cool. Et j'ai laissé. 50 comptes aux USA. Pourquoi? Alors, quand j'ai vu ça cette ligne, je me suis dit, lui, il est encore plus fou que moi. Je dois en avoir plusieurs dizaines, moi, déjà, et je suis un grand malade. Donc, non, mais en fait, c'est parce que j'ai 20 sociétés, en fait, pour les apps. Pour chaque application, en fait. Voilà. Et avant, on n'était que chez Bank of America. Et ça a toujours très bien marché. Et pourquoi est-ce qu'on est passé chez Mercury? L'interface est plus agréable, ça va plus vite. Non, c'était plus par peur qu'il y ait des problèmes avec Bank of America. Tu vois, pour avoir une solution, si jamais ils ferment mes comptes pour une raison X ou Y, mais ce qu'ils feront certainement jamais, tu vois. Je suis plus confiant avec Bank of America qu'avec Mercury. Ouais. Ouais. Pourquoi? Mercury, c'est une banque en ligne, une fintech.
dès qu'ils te ferment ton compte, ils te donnent plus trop l'heure et t'as pas trop de moyens d'aller en physique quelque part. Alors que Bank of America, tu peux aller dans une agence. T'as quelqu'un à qui parler. Bon, bien sûr, c'est pas la porte à côté si t'habites pas proche de la zone Amérique du Nord, mais tu peux aller parler à quelqu'un. Mercury, quand ils ont pris la décision de te fermer ton compte, c'est tout. Donc, mon avocat US, lui, il m'a conseillé ça. Il m'a dit ouvre des comptes à Mercury et puis et ça fonctionne très bien et je laisse peu d'argent. Oui, non, je suis confiant. Je suis même investisseur sur Mercury. Je suis rentré quand ils étaient en seed B il y a 3-4 ans, un truc comme ça, il y a 3 ans. Donc j'aime beaucoup Mercury. J'y suis depuis le tout début. Je peux même pas mieux te dire que j'y étais en bêta, vraiment avant même qu'ils lancent le produit. Ça fait très longtemps que j'utilise Mercury et j'utilise au quotidien sur le business de formation justement les payouts arrivent sur le Mercury. C'est plus simple pour moi pour redistribuer quand j'ai des choses à payer. J'aime bien l'interface de Mercury en fait, c'est beaucoup plus fluide. Faire un virement depuis Bank of America, c'est une de mes banques principales en vrai. Je suis plus chez Bank of America réellement, maintenant je suis chez Merrill Lynch, la banque de wealth management, donc le niveau supérieur on va dire, mais leur interface est pourrie quoi. Moi ça a toujours bien fonctionné jusqu'à récemment parce que j'ai perdu mon numéro de téléphone US. J'ai perdu la carte SIM. C'est lié à ça et donc pour faire tous les virements. La carte SIM, j'étais chez Google Fi, ça te parle ? Oui, bien sûr. Et ça, c'était génial parce que je pouvais voyager partout avec. Mais si tu ne rentres pas assez souvent sur le territoire américain, ils te le clôturent en fait. Tu reçois un mail que tu as reçu alors ? Non, mais j'ai pas eu cette expérience, mais je connais cette expérience. Moi, je l'ai reçu, le mail, et puis après, j'ai dit bon. J'ai envoyé la carte SIM physique à mon avocat aux US, il l'a rentrée, tu vois, 1 heure, il l'a utilisé pendant peut-être quelques jours. Après, il me l'a renvoyé, ça a marché pendant 1 an. Puis après, ça commence à être de plus en plus étroit. 6 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois après, un peu ingérable. Juste, on va expliquer parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce hack-là. En fait, Google a une sorte de service téléphonique qui s'appelle Google Fi et que tu peux obtenir que quand tu résides, ou du moins quand tu es sur le territoire américain parce qu'il faut l'activer depuis les États-Unis. Et ça coûte, ça dépend par mois, 50-100 balles, un truc comme ça ? Ouais, mais maintenant avec Free, moi je fais... Ouais, mais maintenant Free c'est tellement développé que c'est... Mais à l'époque c'était assez incroyable parce que pour 50-100 balles, tu avais un forfait où tu étais joignable partout dans le monde, où tu pouvais utiliser Internet. En fait, à chaque fois que tu arrives dans un pays, ça se connectait à un truc. Je crois que ça... Y avait, à part la Corée du Nord... Cuba. Moi je suis allé à Cuba, ça marchait pas. Ouais, voilà. Cuba, Corée du Nord, peut-être Afghanistan. Enfin, il y a peut-être 5 pays dans lesquels ça marche pas, mais sinon, dans tous les pays du monde, tu arrives... ça se connecte à un réseau local et c'est compris dans ton truc et t'avais 20 gigas, un truc comme ça, je sais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, c'était suffisant pour faire quelques trucs. Mais c'était largement, c'était pour quelqu'un qui voyage beaucoup, c'était un truc incroyable. C'est vrai que maintenant il y a donc Free qui se développe de plus en plus. Maintenant il y a Panama dans Free. Oui. Incroyable. C'est partout. C'est pratiquement pas partout. J'ai regardé l'autre jour, je veux dire, ça devient pas mal. Non mais là où partout où je vais, Biélorussie. Biélorussie, attends, dernière dictature d'Europe, Free fonctionne en Biélorussie. T'imagines le coup de fil qui ont dû passer chez Free. Comment est-ce qu'ils ont eu fait ce deal ? Je sais pas, mais c'est vrai que Free ça s'est développé à un point où maintenant ça fait plus trop sens le Google Fi. Et il y a également un autre truc, c'est toutes ces eSIM que tu peux acheter à travers des applications. Ouais, mais ça coûte une fortune, ça, c'est ridicule. Ça va. Avec Free, 20 balles par mois. Non, ça c'est bon, le Free j'en ai gardé un. Mais j'ai également dans les pays où il n'y a pas Free, je sais plus lesquels, je dirais Vietnam peut-être. Je sais plus. C'est Aerolo que tu utilises, c'est ça ? Non, un truc comme ça. Je sais même plus si. J'utilisais ça avant que j'ai Free, j'utilisais ça, ouais. À chaque fois, je me rappelle plus du nom, mais bref, vous tapez ici, vous allez trouver. Il y a toute une chaîne d'applications de mecs comme toi qui créent des petites applications et qui doivent faire du dropshipping de services en fait de la SIM, j'imagine. Parce que ils ont même pas le contrat direct avec la SIM. Je pense que ça doit être juste des interfaces. Parce que vu le prix. Il y a beaucoup d'intermédiaires là. Souvent ils achètent des cartes SIM hongkongaises, c'est dans les meilleures du monde en fait. Les cartes SIM hongkongaises souvent c'est des forfaits qui sont pas très chers et qui fonctionnent presque partout dans le monde. Comme Free quoi. Ils sont top. Et donc c'est un peu le hack et je sais plus pourquoi on est parti aussi loin. T'as eu un souci avec ton Google Fi qui a sauté et que du coup qui était relié au Bank of America. Je pouvais plus le réactiver, etc. Donc mon avocat, il a récupéré le truc la clé USB que tu mets dans l'ordinateur, mais ça marche jamais, ça. C'est une galère incroyable. Moi, j'ai toujours eu par numéro de téléphone. Ouais, ça marchait bien, mais par contre, t'as un truc là, je passe 1 heure dessus pour faire un virement et ça bug tout le temps. L'un des gros soucis aux États-Unis, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bons services clients dans la plupart des banques. Bon, il y a certaines banques, ça va, c'est OK, mais tant que tu déposes pas vraiment lourd, c'est-à-dire au minimum 2,5 millions, 5 millions.
t'as personne, t'as pas de numéro WhatsApp, t'as rien dans la plupart des banques. C'est vraiment très mauvais le service aux États-Unis. Bon, après, ce qui les sauve, c'est que dans l'ensemble, ça fonctionne en fait. On te pose pas de questions, t'envoies des virements, etc. Ça marche. C'est pas du tout comme les banques en Europe, ça fonctionne. Donc, t'as très rarement à faire appel à ta banque. Mais quand t'as besoin, je trouve que chez Bank of America notamment, ça pêche un peu. Après, une fois que tu passes au niveau wealth management, là, le banquier, il vient à Panama. Donc, il prend l'avion, il vient à Panama. Donc, c'est aussi simple que ça. Bon, pas dès que je l'appelle, mais il vient quelques fois l'année et pas me visiter que moi. Il vient visiter un pool de clients. Mais voilà, il passe par Panama, du chez sa ligne directe. Enfin, tu as un niveau de service qui est incroyable. Et en fait, c'est un peu tout ou rien. Et ça, c'est un peu un problème par rapport à plein d'autres juridictions dans le monde où dès que tu commences à déposer 100 000, 200 000, 300 000, on va dire, tu commences à avoir un account manager dédié avec un numéro de téléphone, etc. T'as pas trop ça aux US, peut-être un peu de Chase qui fait ça, et encore, quand t'es pas résident, que t'as pas assez d'attache avec le pays, t'arrives même pas à avoir ce niveau ils vont te demander pour être chez JP Morgan, leur service wealth management, ça va être 5 millions, tu vois, minimum 5 millions. Donc ça, c'est un peu le problème des US pour clôturer le passage sur les US. Est-ce qu'on avait autre chose à raconter ou pas? Je me rappelle plus. Donc 50 comptes parce que tu as plein de sociétés. Et sinon, à travers le monde, tu banques dans d'autres juridictions ou majoritairement US? Au Panama, je suis chez MMG, ça te parle? Ce qui est cool, c'est que direct, tu vois, genre email, WhatsApp, et en fait, j'achète toutes mes actions par eux. Ouais. Ils ont par l'entreprise, mon entreprise panaméenne, j'achète les actions. Et bon, ils prennent 1% de com, mais je revends tellement jamais ou très peu, quoi. Donc j'ai le WhatsApp du mec, et puis c'est facile, quoi. MMG, si je dis pas de bêtises, c'est une petite banque privée avec une haute qualité de service. Et il me semble d'ailleurs, je sais pas s'ils ont pas des racines suisses ou quelque chose comme ça, ou du moins ils veulent avoir une qualité suisse à Panama. Et leur agence, elle est à Costa del Este, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, c'était mes avocats ici qui m'avaient. Qui t'ont fait tout à distance et t'as même pas été en agence. Je suis venu ici, je suis venu à la banque. Et au final, je déteste leur site web, c'est une catastrophe, c'est 1992. De toute façon, tout Panama, c'est un peu comme ça. Il y a pas beaucoup de banques qui ont une bonne interface que je connaisse. Non, c'est vraiment 1992, tu vois. Mais bon, ça, c'est toute la partie Amérique, même aux États-Unis. Allez, Chase, c'est un peu mieux. Mais sinon, toutes les banques que j'ai essayé aux États-Unis, j'en ai essayé un petit paquet. Je peux te dire que les interfaces sont nulles. Non, MMG, c'est quand même incroyable. Si tu veux les retrouver, genre un extrait de compte d'il y a 6 mois, prépare-toi. Bah non, c'est pas. Ouais, t'as des banques, tu les donnes même pas. Catastrophe. non, mais genre sur internet, tu vois, je sais. Tu peux y aller, c'est là. Mais le temps que tu y arrives, ça load, mais pendant. Mais c'est incroyable. Mais ça, bref. C'est assez typique à cette région du monde, malheureusement. Non, c'est comme ça. Bon, après, ils font pas trop suer sur d'autres choses, ils ont des bons rendements, donc. C'est correct, ça équilibre, on va dire. J'avais noté cette question-là. Bon, elle est plus philosophique. À quoi ça sert de gagner plus d'argent? Donc, sachant que tu as déjà atteint un milestone qui est super. Si on compare à l'humanité, tu es dans le top 0 point quelque chose. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. C'est une question que je voulais te poser tout à l'heure quand on parlait de business. Quelle est ta philosophie actuelle? Est-ce que tu es toujours, t'as envie de développer encore plus? Est-ce que tu as envie de scaler ou tu as juste envie que ça reste comme ça dans cette vitesse de croisière? C'est quoi ton mood et à quoi ça sert de gagner plus? Désolé, ça fait beaucoup de questions. Non, mais je comprends totalement. Il y a 3-4 ans, j'avais déjà gagné beaucoup d'argent. Et j'avais un peu lâché les business des apps pour laisser d'autres personnes le faire. Et tout a stagné, en fait. Et pour ma santé mentale, c'était pas bon. Genre, pas une dépression, mais un peu, tu vois. T'as besoin que ça pousse toujours. Ouais, j'ai besoin de faire quelque chose, de faire travailler le cerveau, de trouver des nouveaux trucs. Moi, quand ça stagne, ça me rend pas très heureux. Donc, c'est plus pour continuer. Est-ce que tu pourrais trouver le bonheur dans autre chose que le business qui t'apporte de l'argent, notamment dans le cyclisme, possiblement de progresser en cyclisme, ou quand même t'aimes bien l'argent, c'est quand même quelque chose d'assez jouissif finalement, enfin d'assez gratifiant et c'est aussi une bonne échelle de mesure dans le monde, je trouve. Non, j'ai besoin de continuer. Ça me fait kiffer de. Je dois aimer l'argent,
Ouais, oui, mais il y a rien de mal à ça. Et en plus, on est sur Osei TV. C'est pas sale. Hein, non, mais c'est dans ma mentalité en général, que ce soit dans le cyclisme ou autre chose, de voir que ça continue. Quand je stagne, je suis pas bien. Je sais pas si c'est spécifique à moi ou pas. Moi, si je stagne, je suis pas très très bien. Beaucoup de gens. Et le pire, c'est quand ça redescend un petit peu. Tu vois. Là, ça fait mal, surtout quand tu as atteint des beaux niveaux. C'est assez dur à encaisser quand tu fais une année qui est inférieure aux années précédentes. Donc, moi, je pense que c'était la succession d'années qui m'ont été. Quand ça a stagné pendant bien 2-3 ans. Je pensais que j'allais, tu vois, genre tranquille, tu vois, je vais profiter de ma vie, etc. Je vais traîner avec mes potes, je vais faire ci, je vais voyager, je vais faire du vélo, etc. Et puis en fin de compte, ça me déprime. Donc, non, tout le côté bien, les potes, etc. C'est génial, mais de voir que ça baisse. Et puis ça va un temps, s'amuser en fait, si t'as absolument plus rien à faire au niveau business et que tu fais que t'amuser. En fait, tu peux t'amuser qu'un certain temps. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent tous que voilà, quand tu as atteint 10 millions, 20 millions, etc., tu vas te foutre sur une plage avec un bouquin. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens qui ont construit des fortunes comme ça, c'est des hyperactifs, Asperger, etc. On ne tient pas 10 minutes sur un putain de transat, en fait. Et c'est ça le souci, et que les gens ne peuvent pas comprendre. Non, mais c'est vrai, Donc on a besoin de construire des nouvelles choses, et peu importe ce que c'est en fait. Ok, donc on se rejoint sur ce point-là. Ah oui, absolument, Et du coup, tu m'as pas répondu. Toi, ton objectif là, c'est de garder cette vitesse un peu de croisière de 200 000, qui est un bon, on va dire, c'est sympa comme revenu récurrent. Où tu voudrais tout exploser, ou une croissance tranquille. À quel point tu es prêt à mettre beaucoup d'efforts là pour scaler, démultiplier ton business? Je suis plus dans une optique, j'essaie de trouver des solutions à mes problèmes, tu vois. Plutôt que me dire je vais faire péter le truc à 100 millions ou 1 milliard, etc. Déjà optimiser l'existant. Ouais. Et puis il y a tellement de trucs que je fais mal, j'en suis sûr. Je découvre des nouveaux trucs, des nouveaux softwares qui me permettent d'analyser mieux la data, ou un nouveau entre guillemets hack qui n'est pas vraiment un hack, qui marche super bien. Tu vois, parfois juste je tombais sur une vidéo YouTube d'un mec, un Américain qui avait créé une app qu'il avait bien fait monter et qu'il l'avait revendue, et il avait expliqué tous les softwares qu'il utilisait pour analyser, etc. Et genre c'était mine d'or, quoi. Putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Puis j'ai mis en place, et puis ça fait une différence énorme. Et puis toi, en fait, quand on commence à avoir des business à ces tailles-là qui génèrent en centaines de milliers de dollars de profit par mois, chaque petite modification que tu peux faire, si tu augmentes ne serait-ce que d'1%, c'est déjà $2000 de plus par mois. Et c'est profit direct. Ouais. Donc, en fait, tu as déjà pas mal à faire sur l'existant. Ok. Donc, c'est ta philosophie actuelle? Ouais, je fais maintenant, avant, je faisais sur une app, j'allais faire peut-être un test toutes les 2 semaines, tu vois, genre peut-être un nouvel icon, ou peut-être un nouveau paywall, etc. Maintenant, je fais, je sais pas moi, par semaine, je pourrais en faire 3, 4, 5, parce que maintenant, il y a des softwares qui te permettent de faire ça remotely. Tu vois, tu peux tester 5 versions différentes de ton paywall avec un software. Et d'AB tester à mort avec des résultats qui ont l'air qui sont fiables, tu vois. Ça, pour moi, c'est magique. Avant, il n'y avait rien qui était fiable. À part juste changer manuellement le paywall et essayer de voir avec les chiffres si ça augmente. Mais quand il y avait une différence, tu voyais vraiment quand il y avait une différence de genre 10%, tu vois. Là, tu vois du jour au lendemain, 10%. Mais si c'était genre 1, 2, 3, 4, 5%, c'était... genre, ça se voyait pas, quoi. Ça se voyait pas, et donc t'arrivais même pas à prendre une décision. Tu peux pas faire de conclusion. Tu pouvais pas trancher. Maintenant, je peux, avec ces nouveaux softwares, etc. C'est pas mal. Ok, j'avais une autre question, mais en vrai, je crois que tu as un peu répondu d'une certaine manière. C'était à quel niveau de fortune tu t'arrêterais de travailler? Mais en fait, on s'arrêtera jamais de travailler, quoi. On s'arrêtera jamais de produire, de créer, j'imagine, non? Enfin, est-ce que tu as un chiffre en tête ou pas? Non, pas vraiment. Non. Et après, peut-être que ma mentalité a peut-être changé, tu vois. Peut-être que dans 10 ans, je serai plus famille, c'est possible. Ok. Et je me dirais, je m'occupe des enfants ou autre chose, je sais pas. Et ça sera une nouvelle chose où tu voudras monter en niveau, etc. Peut-être que ça m'intéressera plus de faire du business. Mais en tout cas, là, t'es encore dans une... Ouais, à fond. Ça m'intéresse toujours. Si je le fais pas, ça va pas. Ok. Ouais, tous les jours, presque quelques heures. Il y a une deuxième chose que si tu ne fais pas, ça va pas, c'est le cyclisme. Ouais. On va en parler maintenant. Carrément. Carrière de cycliste tardif. Parce que en fait, tu t'es lancé à plus de 30 ans, il me semble, c'est ça? Ah, plus de 30 ans. J'ai commencé à 30 ans, et puis je suis passé semi-pro à 33. Ouais. Ok. Ce qui est tardif pour un coureur. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, j'ai un autre pote similaire. Un peu plus jeune que moi, mais similaire.
fin de la vingtaine, je crois. Et lui, il était déjà avant athlète. Il courait à pied, Antoine. Ok. Salut Antoine. Et du coup, c'est quelque chose que Est-ce que tu as toujours été passionné de cyclisme? Est-ce que c'est une revanche de quelque chose que tu aurais voulu être coureur cycliste plus jeune c'est quoi? Pourquoi? Non, j'avais jamais voulu être coureur cycliste, mais mon père est un grand fan de cyclisme. Donc on a bouffé du Tour de France toute notre enfance. Et moi, j'adore le Tour de France, j'adore les courses, les grandes courses, etc. Et ça m'a toujours passionné, mais j'ai toujours détesté le faire. Ok, carrément. Ouais, je détestais parce que c'était, on faisait ça. Moi, je viens du 93, Bondy, d'où vient Mbappé. Ok. Et mon père, il nous emmenait faire du vélo le dimanche matin, tu vois, quand j'avais 10 ans. Et à 10 ans, moi, je voulais regarder Dragon Ball à la télé. Mais il nous disait, non, on va faire du vélo. Donc on allait faire du vélo, temps de merde, il pleuvait, on allait faire 50, 80 km, on n'avait aucune condition physique. C'était une horreur, c'était immonde, donc j'étais dégoûté. J'adorais le regarder, mais le faire, c'est vraiment, je détestais, quoi. Et puis un jour, à 30 ans, ouais, je sais, comment est-ce que m'est venue l'idée, ça n'a aucun sens. Mais de te dire à 30 ans, je vais essayer de devenir professionnel, ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui t'a... C'est quoi le déclic? Alors, on a la fibre endurance dans la famille. Donc, je savais que j'avais un bon niveau d'endurance parce que tu te rappelles, genre au collège ou au lycée, on faisait des tests d'endurance de 20 minutes. Ouais. Et moi, j'étais toujours le meilleur. Donc, je savais que j'avais une bonne endurance, même sans entraînement. Et donc, il y avait une qualité là. Et mon frère, pareil, très bon coureur à pied. Donc je sais que c'est là, que le talent entre guillemets est là. Par exemple, sprinter, impossible. Ok. C'est même pas la peine. Je sprinte pas, quoi. Même à l'école, c'était le dernier, quoi. Donc j'étais bon en endurance, très mauvais en sprint, tu vois. Donc et je me suis dit bah ouais, c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment une passion, j'adore. J'ai commencé progressivement, 1 heure par semaine, 2 heures, 5 heures, 10 heures, 15 heures, et puis et j'ai vu que le niveau rentrait, que j'ai fait mes premières courses en 2018, mais des courses amateurs, ce qu'ils appellent des cyclotouristes, je pense. Ok. Et en fait, tu vas dans les hautes montagnes et puis tu fais des courses avec d'autres mecs amateurs. Tu montes, tu descends dans les montagnes, c'est super cool. Mais c'est très différent de la vraie course cycliste, genre Tour de France, où tu es dans un peloton collé comme ça, et où il y a une pression constante. Et c'est quand même assez dangereux. Ouais. Moi, la pression du peloton, je la connaissais pas. Donc, je suis rentré directement avec les pros, semi-pros, et je savais pas comment me... La pression, c'est-à-dire le fait d'avoir des cyclistes tout autour de toi et que la moindre ça erreur... bouge partout, ça pousse, y a du vent. Et moi, je connaissais pas le peloton. Donc, je suis arrivé directement dans un peloton de haut niveau, ne sachant pas comment faire. Et complètement naïf, quoi. Ouais. Je savais pas ce qui allait se passer. Je me rappelle cette course, c'est une course aux Pays-Bas, je pense, et c'est dans les Pays-Bas, c'est le pire endroit où tu peux commencer. Parce que les mecs sont énormes, il y a du vent et ça pousse de partout et c'est la science. Là, par contre, c'est l'art, la science du cyclisme. C'est pas vraiment la condition physique, c'est être placé au bon endroit au bon moment, etc. Et moi, j'avais aucune de ces capacités-là. Je l'avais pas développée. Et encore aujourd'hui, ces capacités, elle est faible chez moi parce que j'ai commencé très tard. Certainement. Donc le peloton, il commence par un fictif. C'est donc un faux départ de 5 km où tu as une voiture devant qui contrôle la vitesse du peloton, tu roules à 30 et je me suis cassé la gueule, quoi. Genre, j'étais tellement nerveux, une bande blanche, je freine, boum, je tombe dans le fictif. Et après la course d'après, au bout de 2 km, j'ai explosé parce que j'avais pas j'avais l'endurance, mais j'avais pas le jus. Parce qu'une course vélo, c'est pas genre 40 km/h tout le temps, tu vois. Ça accélère comme des malades la première demi-heure. Ton cœur, il est dans les chaussettes tout le temps. Et moi, mon corps n'était pas habitué. Donc ça a mis peut-être 3-4 mois d'abandon sur abandon, jusqu'à ce que mon corps soit un peu adapté pour passer cette première demi-heure ou heure qui est immonde. Puis après, ça se calme, en général. Première demi-heure, première heure, c'est de la folie, c'est n'importe quoi. Parce que tout le monde veut essayer de prendre l'échappée qui sera devant à la télé. Et donc pendant une demi-heure, c'est n'importe quoi. Et puis après, ça se calme. Une fois que l'échappée a pris de l'avance, le peloton se calme. Et ça dure 1 heure, 2 heures, où là, par contre, ça roule
Ça roule constant et c'est pas trop dangereux. Et puis après, la dernière heure, c'est la folie parce qu'il rattrape l'échappée et puis tout le monde veut gagner, donc ça devient le bordel. Et donc, tu as mis combien de temps avant de terminer tes premières courses et d'avoir des premiers résultats, on va dire? Donc, au niveau, ouais, 3 mois pour terminer la première course. Ok. Ouais. Et puis après, c'est devenu rare après que j'abandonne. Ok. Déjà, c'est la première chose. Ouais. Mais j'ai jamais eu de gros résultats. 8e en Turquie. Ouais, cette année, ouais mais le niveau turc n'est pas le niveau... J'ai regardé un petit peu, hein. Tu vois, j'ai fait mes recherches avant de faire c'est vrai. Le niveau du championnat championnat national de Turquie, il est bas par rapport au championnat de France. Ok. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais déjà, c'est top. Cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Parce que, est-ce que, du coup, tu dis le niveau est bas, mais ça reste quand même des coureurs cyclistes jeunes et tout. Enfin, ils essaient quand même tous de gagner, donc c'est déjà... Ouais, non, mais il y a des pros, mais ils ont pas... Je sais pas si c'est parce que la culture cycliste n'est pas la même qu'en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas où là tout le monde sait tout sur tout quoi. Là-bas ils ont pas la même connaissance, je pense. C'est surtout là-dessus. Ils ont le talent, il y a pas de problème, mais ils courent surtout en Turquie. Les Turcs ils sortent rarement de la Turquie ou un peu en Asie aussi, mais ils viennent pas courir en Europe. Le niveau il est je pense qu'il est trop élevé, ils peuvent rien faire. En Turquie c'est très souvent des courses de ligne droite. Ou quelques virages, quelques descentes, etc. Mais c'est pas très technique. Alors que quand tu viens courir en France, c'est entre les virages, c'est hyper technique. Ça pousse partout dans le peloton. C'est pas un sport différent, mais presque. Ok, intéressant. Et est-ce que ça pourrait être une technique en fait que de faire que des petits championnats, pas des petits championnats, mais des pays où c'est facile pour justement faire des bons rankings, 100%, pour faire un petit palmarès à 100%. Parce que là, tu vois, quand j'ai regardé ta fiche, putain, j'ai fait 8e en Turquie. Waouh, tu vois, ça va directement et donc ça. Championnat 8e du championnat national de Turquie. Tu vois. Tu fais 8e du championnat national de France. Là, t'es un champion. T'es un crack. Non, t'es un crack, t'es autour de France, tu vois. Certainement. Ouais. 8e de championnat de Turquie, c'est anonyme. C'est quoi ça veut dire? Ça voudrait dire que tu serais quoi par rapport en France en termes de niveau? Tu serais dans la fin du peloton en France? J'avais fait les championnats de France. C'est sur une journée les championnats de France et les championnats de Turquie aussi. J'avais fait 2 fois au début de ma carrière entre guillemets en 2019 et 2020, mais je m'étais fait sortir pratiquement tout de suite. Okay. Au bout d'un quart d'heure, j'étais au fond du peloton en train de crever quoi. Le niveau était trop élevé. Maintenant, est-ce que je serais capable de terminer un championnat de France? Je sais pas. Mais juste de le terminer, parce qu'il est hyper dur. 270 km, c'est un des plus durs. Le niveau, il est ultra élevé. Il n'y a pas beaucoup de monde déjà, je sais même pas combien il y en a qui terminent. Sur les 150, je sais pas combien terminent. Ça dépend des années. Mais ils sont hyper durs. Je sais pas si je serais capable de le terminer, pour être honnête. Quel est ton objectif avec cette passion du cyclisme là, avec cette carrière, même plus que passion, c'est quoi ton objectif? Avant, j'avais des objectifs hyper élevés. Je voulais faire le Tour de France, etc. Et comme pour le business, j'ai un peu laissé tomber les objectifs. J'ai l'impression que je me mets trop de pression moi-même. Et quand j'arrive pas à y arriver, ça me déprime. Donc je me dis plutôt, moi j'essaie de m'améliorer à droite et à gauche, trouver des nouvelles façons de s'entraîner, du nouveau matériel, je pose des questions, des compléments alimentaires, est-ce que je dois faire ça? Je suis curieux et je me contente de petites améliorations comme ça. Et de prendre du plaisir à le faire, plutôt que de te mettre de la pression. Ouais, j'ai arrêté de me mettre une pression monumentale maintenant et ça marche mieux comme ça. Et je continue à améliorer malgré les 39 ans. Ok. Mais c'est une anomalie d'avoir 39 ans et de faire carrière à cet âge-là, ou il y en a d'autres À 39 ans, il n'y a plus beaucoup de monde. Il n'y a plus beaucoup de monde. En général, à 35, et tu penses pouvoir le faire combien de temps encore? Je sais pas encore. Je sais pas. Tant que je m'améliore, moi, ça me va. Ok. Ouais, non, mais si je sens que ça commence à être trop dur, que je m'améliore plus. Ok. Mais je pense que je peux certainement m'améliorer encore pendant quelques années. J'ai passé mon mon prime il est passé, tu vois. Mais je pense que mon niveau peut rester même pendant longtemps. Mais si je continue à m'améliorer sur certaines choses, je peux toujours trouver des trucs. Et à 39 ans, si tu regardes ta vie en arrière, est-ce que tu te dis j'aurais dû faire le cyclisme plus tôt, maintenant que tu sais que tu peux être très bon en cyclisme? C'est pas un truc qui me... T'as pas de remords là-dessus? Ça me trotte pas, non. Ça me trotte pas dans la tête. Oui, c'est possible. Non, je pense que j'aurais pas pu parce que j'aurais été trop gamin. Si j'avais commencé tôt, j'aurais jamais eu la discipline pour le faire. Parce qu'encore jusqu'à 27-28 ans, j'étais totalement un gamin, entre guillemets. Tu vois. Faut être, le cyclisme, tu peux pas être un gamin. C'est pas possible. Faut t'entraîner tous les jours, faut faire les 15, 20, 25 heures d'entraînement par semaine.
Il faut avoir une hygiène de vie, il faut bien manger, il faut rester fin. Tu peux pas te bourrer la gueule le week-end, tu vas être nul. Donc il faut être déjà mature hyper tôt. Mais comme dans tout, si on veut exceller en vrai. Oui. Ou tu penses qu'on peut être un gamin en business? En business, tu peux te permettre de te mettre des grosses mines le week-end. Ouais, je pense. Je faisais. Ok, donc ça marche. Donc ça marche. Si vous voulez 20 millions, voilà. Prenez-vous des grosses caisses tous les week-ends. Des gros stuff, vendredi, samedi, dimanche. Même le mardi, si vous voulez. Non, j'ai arrêté. J'ai pas arrêté la teuf, mais j'ai arrêté l'alcool il y a presque 10 ans maintenant. Ok. Ouais. Et l'argent t'a vraiment permis de rentrer dans ce monde du cyclisme, mais sans l'argent, est-ce que tu aurais pu faire ce que tu viens de faire ou pas? Ça aurait été anonyme. Okay. J'aurais trouvé un club amateur, j'aurais fait des courses, etc. J'aurais peut-être eu des bons résultats, mais je pense qu'aucune équipe semi-pro ou pro ne m'aurait pris. Ouais. Là, l'argent, ce que ça t'a permis, c'est de pouvoir t'acheter ta place dans une équipe, c'est ça? Ouais, c'est plus ou moins ça, ouais. Ok. Et t'as tourné dans différentes équipes? Ouais. Et donc, à chaque fois, tu repayes un truc pour rentrer dans cette équipe? C'est à peu près ça, ouais. Ok. J'ai fait beaucoup d'équipes différentes parce que, contrairement au foot, les équipes de cyclisme de pro de bas niveau, entre guillemets, ça dure pas. Okay. Ça dure quelques années et puis ça ferme. Okay. Ou même une année. Et puis après, plus d'argent. Ok. C'est... pas toutes les équipes sont comme ça, mais il est pourri le milieu. Le milieu sur le bas du... Oui, ça c'est dès qu'il y a de l'argent. Dès qu'il y a de l'argent, tu te fais... Ok. Dans le business... Et c'est un sport qui coûte... Je me rends pas compte, le cyclisme. Bon, les vélos peuvent coûter une blinde, hein, c'est ça? Ouais, plus de 10 000, ouais. 10 000 un vélo? Un très bon vélo très compétitif, ouais, c'est 10 000, ouais. T'es entre 10 et 15, ouais. Ok. Tu peux très bien courir avec un vélo de 3-4 000. Qu'est-ce qui coûte cher? Pourquoi une équipe c'est quoi la voiture qui suit, des trucs comme ça? Qu'est-ce qui coûte cher en fait? En général, les vélos sont fournis. Ok. Ce qui coûte cher, il faut aller sur la course, les billets d'avion. L'organisation autour. À mon niveau, vous avez un médecin peut-être, des trucs comme ça? Non, mais parfois, à mon niveau, ils payent, mais pas toujours. Tu vois, ça dépend. Il y a des coureurs qui sont pas payés, d'autres comme moi qui payent. Pas beaucoup, mais il y en a. T'es payé au cyclisme? Comment? T'es payé? Non, je suis pas payé, mais il y en a à mon niveau qui sont payés, bien sûr. Okay. Même, je pense que la plupart ont un petit salaire, ouais. Mais ça leur permet juste de faire leur passion et de break even, tu vois, à peu près, quoi. Et d'espérer de monter au plus haut niveau, où là, les mecs, ils gagnent. Tu vois, il y a un minimum, je crois que c'est seconde division, c'est 2005 ou 2000, et puis première division, c'est 5000, je crois. Okay. Donc, où tu peux vivre une vie relativement confortable. Okay. Si t'habites, ça dépend où t'habites, quoi. Si t'habites à Paris, c'est peut-être un peu compliqué, mais si t'habites dans certains endroits en Espagne ou au Portugal, y a pas de souci, quoi. Et j'ai oublié pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là, mais je te demandais en gros quels étaient les gros coûts dans ce oui. En fait, je connais rien en cyclisme pour être tout à fait honnête, mais d'un aspect extérieur, tu te dis bon, c'est une bicyclette. Ça va pas loin, tu vois. Le sport automobile, ça coûte une blinde, par exemple, et tu comprends pourquoi ça coûte une blinde. Le vélo, tu te demandes moins pourquoi ça coûte aussi cher. Le budget d'une équipe, à mon niveau, pour avoir... si tu payes un tout petit peu les coureurs, etc., par contre, le staff, il le paye. Je pense que 500 000 par an, ils arrivent à faire survivre une équipe. Combien de cyclistes dans une équipe, de moyenne? À mon niveau, entre 10 et 15. Ok. Et il y a du staff qui est payé en général quand même juste quand tu vas sur la course. S'ils sont là 7 jours, ils sont payés 100 € de la journée. Et c'est des passionnés de cyclisme en fait qui aiment être autour de ça. Ouais, mais en général, le staff, ils sont payés contrairement aux cyclistes qui souvent ne le sont pas, quoi. Ok. Ouais. Question suivante. À quoi ressemble ton quotidien? À quoi ressemblent tes journées? Ouais. En ce moment... j'habite avec ma nana là, à Medellín, en Colombie, pour cet hiver. Le matin, moi j'aime bien être dans un quartier où je peux marcher, me poser dans un café que j'aime bien, je prends mon ordinateur, je bosse. Je me prends le petit-déj, je bosse. En général, je dois bosser 2-3 heures par jour. J'ai jamais bossé plus que ça. J'ai pas envie, tu vois, genre 2-3 heures, j'en ai marre. Mais si c'est 2-3 bonnes heures où tu travailles vraiment dur, c'est mieux que beaucoup de gens qui s'attachent à leur bureau pendant 10 heures et ils sortent une demi-heure de productivité, tu vois. Et moi j'arrive pas. Si tu arrives à sortir 3 heures de productivité, c'est bon.
Et parfois même une heure de vraiment mon boulot, mais ça vaut des semaines de travail. Tu vois. Si tu as la bonne conversation, tu tombes sur la bonne information, ça peut changer complètement ton business. J'essaie de faire ce qui est le nécessaire. Le plus important. Donc le matin, boulot. Ouais, le matin, boulot. Et puis après-midi, je m'entraîne. Parce que ça prend toute l'après-midi. Ouais. Quand tu es dans une ville comme Medellín où tu vas t'entraîner, tu prends ton vélo, mais c'est pas dangereux là, avec toutes les bagnoles partout et tout Un petit peu, mais. Tu vas à l'extérieur de la ville Ouais, tout de suite. Ouais. Et Medellín, c'est beaucoup plus agréable par exemple que Berlin. C'est pour rouler parce que pour sortir de la ville, c'est rapide. Mais en gros, tu mets ton vélo dans une voiture, c'est ça et Non, je pars direct du centre-ville, hop, je vais dans les montagnes. Et c'est beaucoup plus agréable à Berlin, où à Berlin, moi, vu que je suis au centre-ville, il me faut au moins une demi-heure pour sortir, et t'as feu rouge sur feu rouge, sur feu rouge, sur feu rouge, sur feu rouge. C'est une horreur. Alors qu'à Medellín, tu peux tout prendre à contresens, tout le monde s'en fout, c'est un peu... C'est juste le danger, quoi. Ouais, est-ce que c'est plus dangereux qu'autre part? Je suis pas sûr. C'est vrai que il y a beaucoup plus d'accidents. Pas tous les jours, mais presque tous les jours, je vois une voiture dans le fossé, tu vois, ou un motard qui est tombé, un truc comme ça. Ça a l'air d'être. Je pense que c'est plus dangereux. Ouais, un petit peu plus. C'est plus dangereux. Je les vois ils sont moins conscients du danger, quoi. Ils roulent très souvent sans casque comme des malades. Entre les voitures, je fais putain, le mec il est fou, quoi. Moi, si je faisais ça en vélo, ma carrière elle aurait été terminée il y a longtemps, quoi. Je me serais pris un bus, quoi. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc ta balance parfaite, c'est du boulot le matin et plaisir avec du vélo l'après-midi, c'est ça? Ouais, et puis le soir, si je suis avec ma nana, on va manger au resto, en général on mange au resto. J'aime bien manger à l'extérieur. Si je suis à Berlin, parce qu'elle habite pas à Berlin, mais on essaie de se voir le plus souvent possible, le soir, j'essaie de voir mes potes, ou alors faire une soirée tranquille. Berlin, c'est pas une ville où j'ai l'impression où les gens sortent beaucoup la semaine. Ils sortent comme des malades le week-end, mais la semaine, c'est tranquille. Ouais. Ensuite, le thème suivant que je voulais aborder, c'est la notion de liberté. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens libre ou tu as toujours des choses dans ta vie qui te font suer ou quoi? Ou globalement, tu te sens libre? Je pense que tout ça, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est justement pour être libre. C'est vrai que je fuis tout ce qui est contraignant. Même si il me dit que c'est parce que de temps en temps je parle à un psy, ça fait du bien. Elle m'a expliqué que c'est ma façon d'être, tu vois. De mon enfance, j'en sais rien, que je fuis. Dès qu'il y a quelque chose de contraignant, je le fuis. Donc je pense que beaucoup de choses que j'ai fait, c'est pour être libre. Ou alors si je choisis de ne pas être libre, par exemple dans le cyclisme, ça me met des contraintes, mais c'est parce que je veux le faire, quoi. Parce que j'ai la liberté d'être contraint, quoi. T'as la liberté d'être contraint, ouais, et ça me dérange pas parce que je veux aller sur les courses, je veux performer de mon mieux, je veux progresser, et ça me contraint à être en Europe pendant 7-8 mois de l'année. Il n'y a pas de problème. Parce que ça te fait plaisir. Parce que ça fait plaisir, ouais. Ok, c'est intéressant. Et justement, tu arrives quand même à continuer à suivre ta passion du cyclisme, peu importe où tu es dans le monde. Ça, c'est remarquable parce que tu vas continuer à t'entraîner là en Colombie. Il y a plein de gens qui, justement, s'ils commençaient un peu à avoir à la bougeotte, ils mettraient de côté certains pans de leur vie. Et ça, c'est quand même une chose notable, qui est intéressante, que tu arrives à garder une bonne discipline et à continuer à faire tes activités, peu importe où tu es. Ouais, le cyclisme, ça, c'est... moi, j'aime beaucoup voyager, j'ai la bougeotte, donc... Comment tu fais d'ailleurs au niveau vélo? Tu te les fais livrer ou tu... Non, tu voyages avec. Ah là, t'es avec ton vélo. J'ai un bagage spécial vélo qui est énorme. Et c'est pour ça aussi que ça me casse les pieds souvent de prendre l'avion, parce que ça rajoute encore un problème. Parfois c'est pas un problème, les compagnies aériennes tu prépayes et puis tu le fous dedans, il n'y a pas de problème, et parfois ça passe toujours, tu vois. Jamais on m'a dit non monsieur, vous pouvez pas prendre de vol, votre bagage il est trop gros, mais il y a toujours un truc faut payer, faut aller machin là-bas, aller payer le mec, c'est chiant, faut revenir, et parfois tu peux pas juste prendre un Uber, faut prendre un Uber XL, parfois même XXL, parce que le truc est tellement massif. Ça rajoute une complexité, ouais. Après, tu pourrais te les faire livrer, sinon les envoyer en DHL. Non, je fais pas confiance. Ah, t'aurais pas confiance. Non, genre pour envoyer en Colombie, non. J'en ai parlé avec un pro colombien aussi qui est mon pote. Je lui ai dit, parce que je voulais faire venir un vélo depuis l'Europe. Il m'a dit, ouais, moi j'ai fait venir un vélo et tout, c'était le mien, c'est resté 5 semaines à la douane, on savait pas où il était. Les importations sont compliquées. En vrai, à Panama, tu vois,
Je me pose même pas la question. Ah ouais, tu fais venir? Ah ouais, tu fais venir des États-Unis. Aucun problème. C'est mieux que d'aller essayer d'en acheter un localement. Mais c'est vrai que j'ai fait une interview justement avec le Guillermo qui vit en Colombie. Et c'est vrai que les douanes colombiennes sont très compliquées pour importer des choses. Colombie, Brésil, Argentine, c'est casse-pied. Panama, zéro souci. Vraiment, ça passe comme une lettre à la poste. Très rapide, ça passe très bien. Ok, intéressant. T'as voyagé beaucoup. Quel est le pays qui t'a le plus marqué ou les pays qui t'ont le plus marqué? L'Inde. Ok. Éblouissement, pas éblouissement, mais genre choc culturel. Oh, la première fois que j'y suis allé, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Le bruit, le monde, la pauvreté, l'odeur, tout c'est la lune, quoi. C'est un des pays que j'ai le plus détesté. Ouais, mais ça je le comprends. Aimé, toi. Moi ça va, ouais. Mais je m'entends bien avec les Indiens. Ok. Non, c'est pas que je m'entends mal avec les Indiens, c'est juste c'est trop. Là, c'est trop. Ouais, c'est énorme, c'est incroyable. Trop le bordel pour moi. Ouais. Non, mais ça c'était la première fois que je suis allé, c'était à 11 ans. Et j'étais complètement backpacker, tu vois. Et j'adorais ça, donc il n'y a pas de souci. Je prenais mon sac à dos et puis j'ai voyagé pendant un mois ou deux en Inde. Et ouais, c'est top, ouais. Tu voyages, budget de 10 € par jour, je pense que ça allait. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, j'imagine. À l'époque, je sais pas si ça va augmenter aujourd'hui, mais. Je pense que ça n'a pas coûté grand chose. En backpacker, ça va coûter toujours très peu. Ouais, tu payes moins de 5 € la nuit dans un dortoir et puis tu manges $1. $1 chaque repas, etc. Et j'ai jamais été malade. Incroyable. Ouais. Non, mais j'ai un bide incroyable aussi. Donc, tout le monde tombe malade, moi non. Donc, du coup, celui qui t'a le plus marqué, c'était l'Inde. Il y a autre chose ou un autre que tu voudrais Tous ont leurs particularités. Après, il y a des endroits où je pense que je retournerai toute ma vie. Genre Bali, j'aime bien y aller une fois de temps en temps. La Colombie, pour le vélo, c'est vraiment bien. C'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour le vélo. Tant que je ferai du vélo, je pense que j'irai en Colombie. Tant que tu auras une copine colombienne aussi. Aussi, ouais, bien sûr. Ça joue. Il faudrait que j'aille au Cape Town un jour. Ça fait des années que mes potes ils y vont ou ils y vont pas. On s'organise, on n'arrive jamais à y aller. C'était la question suivante. Quelles sont les destinations où tu n'as pas été ou tu voudrais aller? Ouais, c'est tout, je pense. C'est vraiment. Cape Town. Ouais. C'est la seule où tu n'as pas été que tu voudrais aller? Ouais, je pense. Aujourd'hui, c'est la. Tu sais dans combien de pays tu as été à peu près? Non. Mais beaucoup. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça sonne comme beaucoup. Ouais, ça doit être beaucoup, ouais. Mais beaucoup. Plusieurs dizaines, quoi. Je sais pas. Je pense. Je pense, ouais. Ouais, bah oui. Déjà, les tours en vélo, t'en as fait dans plusieurs endroits en Europe. Ouais. Quand t'ajoutes tous ces pays-là, le Portugal, etc., la Turquie. J'ai dû faire la plupart des pays d'Asie, ouais, déjà. Ça a dû faire beaucoup. En Europe, j'ai fait beaucoup de pays. La plupart aussi, sûrement. Amérique latine, ouais, parce que j'ai acheté Ah ouais, au Panama, mon histoire au Panama, elle date d'il y a plus longtemps. J'avais acheté une moto ici, il y a 10 ans, et j'avais fait Panama City, San Francisco en moto. Waouh! Ouais, la Panamérica, en fait. Dans l'autre sens. Parce que ils le font dans l'autre sens. C'est logique. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, pour que les gens comprennent, Panama, c'est le point le plus loin en Amérique latine où tu puisses aller par les routes. Oui, après, il n'y a rien. Après, il y a le Darien, en fait. Il y a cette zone de jungle qui est une des plus hostiles au monde. Et après, c'est la Colombie. Et dans le Darien, il n'y a pas de route à proprement parler. Donc, le Panama, c'est là où tu peux aller le plus loin en voiture. Et les Américains font ça. Ils viennent par la Panamérica. Et donc, toi, tu l'as fait dans le sens inverse. Donc tu t'es acheté une moto à Panama il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Ouais. Et j'ai pas fait genre tout droit. J'ai vraiment droite à gauche. Je crois que j'ai dû faire 15 000 km. Ouais. Wow. J'ai pas mal roulé. Ouais. La moto était bien. J'ai acheté une moto neuve à 2500 €, tu vois. $2500, un truc comme ça. Okay. Et elle avançait pas. C'était une catastrophe. Mais elle était confortable et puis elle a tenu le coup. Quoi. Sacrée expérience. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool. Un peu 6 mois, il y avait de la solitude quand même. Hein. Putain, ça a duré 6 mois, ouais. T'as fait ça pendant 6 mois? Ouais. T'avais quel âge? Il y a 10 ans, donc j'avais 29 ans. 29, un truc comme ça. Ouais. Le business commençait à marcher pas trop mal, tu vois. Je faisais genre 20 000 par mois et je bossais à peine. Pendant 6 mois, j'ai pas beaucoup bossé, ouais. Je regardais juste ce qui se passait, c'était stable. Okay. Et je m'arrêtais 2-3 semaines dans un endroit si ça me plaisait. J'ai dû m'arrêter à Bocas del Toro un petit bout de temps. Où est-ce que je me suis arrêté longtemps? Je sais plus. J'ai fait pratiquement tous les pays sauf El Salvador. Pourquoi? Parce que c'était un peu compliqué pour y aller, je sais plus. Et le Honduras, j'ai flippé, tu vois. On m'a dit tellement d'histoires, je l'ai fait en 2 jours. Alors que ça se trouve, il n'y avait pas de souci, quoi. Ouais. Ça dépend où tu tombes. Ça dépend. Ouais. C'est ça un peu le souci dans ces pays d'Amérique latine. Ouais.
Bon, Panama, c'est très safe en comparaison. Colombie, un peu moins. D'ailleurs, tu t'es fait voler ta petite carte d'identité. Ouais, non, mais je me suis fait braquer plein de fois en Colombie. Ah ouais? Braquer carrément? Pas braquer, non, pardon. Mais me faire pickpocketer ou les cambriolage, il y en a eu, ça arrive quoi. Ça fait partie de la vie quoi, en Colombie. Mais surtout, tu connais Medellín? Ouais. Maintenant, j'évite au maximum Poblado quoi. Surtout Provenza, donc en fait, c'est très joli, il y a plein de trucs, plein d'activités, mais c'est rempli de corruption, de pickpocket, de prostituées, de vols, c'est une horreur. Donc je vais juste un peu en bas là, à Manila, ça te parle ou pas? De nom, mais moi j'y suis allé en 2019 la dernière fois. Donc, Et Manila, c'est comme Poblado, sauf que c'est safe. Ok. Tu vois, t'as tous les petits restos, tous les petits cafés. Il n'y a pas de vie nocturne, mais tant mieux. Comme ça, c'est pas trop le bordel. Et ça paraît safe, ouais. Ouais. Le bonheur. Ouais. Question suivante. Ouais. Est-ce que tu te sens heureux? Ouais. Est-ce que tu as atteint ce sentiment de plénitude ou c'est toujours une quête? Avant, c'était un objectif. Ça me rendait malheureux. Et depuis que ça ne l'est plus... en fait, ça va, quand c'est pas un objectif, ça va. Et quand c'est un objectif, c'est une catastrophe. Genre, me borner. Faut que je sois heureux, faut que je sois heureux. Je sais pas, ça marche pas pour moi. Pour beaucoup. Et... parce que quand tu veux être heureux, tu essaies d'avoir que des pensées positives. Oh, pensons bien, les roses sont machin. Je suis pas en train de me faire arnaquer là-bas. Tout va bien, il est gentil. En fait, tu te fais voler à droite à gauche et puis. Et la vie, c'est pas ça. Enfin, c'est aussi ça. Un mélange. Et je pense que tu peux pas vraiment te sentir heureux si t'as pas des moments où tu l'es moins pour justement apprécier ceux où tu l'es. C'est un peu. Enfin, il faut qu'il y ait un équilibre un peu comme ça. Ouais. Et puis de toute manière, tu peux pas juste être que heureux. C'est normal qu'il y ait des moments où ça va pas parce qu'il y a des problèmes à régler. Si t'es que heureux, ça devient une ligne flat comme en business. Et ça n'existe pas de toute façon. C'est une utopie. C'est pas possible. Voilà. Et du coup, tu ne savoures même pas. Ouais. Tu ne sens plus heureux et tu rentres dans une dépression en étant heureux en fait. Ah ouais. Ça m'est pas arrivé ça. Je pense. Ah ouais. Je pense que ça m'est un peu arrivé en début d'année. Ah ouais. Ouais. Ok. Se faire des amis. Ouais. Tu m'as contacté comme ça. Ouais. C'est quelque chose que tu fais souvent? Est-ce que tu es quelqu'un de... Tu cherches justement à te faire un réseau d'amis ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? J'ai suffisamment d'amis. Il y a pas... Mais tout ce que tu disais, ça me parlait tellement, tu vois. Et il y a personne que je connais qui a vraiment fait ça. Que pour moi, c'est naturel. Et je regardais tes vidéos et puis pour moi, c'est... ça, tu me connaissais pas, mais pour moi, je savais que ça allait bien se passer, tu vois. Ça se passe bien. Ouais, y a pas de... on va continuer d'ailleurs, on va aller manger un petit bout après. Ouais, pourquoi pas, ouais, carrément. Ouais. Et non, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Hein. Ok. Je pense. Bon, bah, t'as bien fait. Ouais. T'as bien fait. Puis là, on enregistre en plus notre première rencontre. Ouais, c'est marrant. Ouais. Qu'est-ce que j'avais noté comme sujet Tout à l'heure, tu en as parlé, la famille. Tu as dit peut-être dans 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse à créer une famille. Oui. Parce que tout à l'heure, t'en parlais, tu disais là en ce moment, je suis dédié à faire de l'argent, etc. C'est ce qui me passionne, c'est ce qui me plaît, faire du cyclisme. Et peut-être plus tard, une famille. C'est des questions générales. Je pense que c'est logique. Non, mais pour moi, c'est aussi logique parce que ça serait normal pour moi un jour d'avoir une famille et puis la vie individualiste en fait c'est pas ça me rend pas particulièrement heureux, toi. J'aime bien avoir du contact, avoir des gens, etc. Et quand je suis trop tout seul trop longtemps, je suis pas heureux quoi. Là, avoir une copine stable depuis 1 an, je me sens beaucoup mieux. Et et puis un moment où là je me vois pas avoir des enfants parce que le cyclisme c'est trop dangereux. Pas que je risque ma vie, mais un peu. Quand j'arrête, je pourrais y réfléchir et puis et plus tard la famille. Je pense que quand j'aurai plus d'années, la famille ça sera peut-être la priorité numéro 1, tu vois. D'avoir des enfants et des petits enfants et puis c'est peut-être ça qui me rendra. Si c'est pas indiscret, fais quoi ta compagne comme type de travail? Elle est étudiante en art, en design pardon. Ok. Ouais. Intéressant. Ouais, elle a fait cette chemise. Ah. Ouais. Tu vois. Très bien. Qu'est-ce que j'ai rajouté comme question? Après là, c'est des questions beaucoup plus générales pour terminer un peu l'interview. Ton purpose, je sais même pas comment on dit ça en français. T'as raison d'être un peu sur terre. C'est quoi ton truc à toi? J'ai jamais réfléchi. Ok. C'est bien, c'est pour ça qu'on fait cette interview. C'est pour que tu te poses des questions existentielles. Ma raison d'être. Pourquoi t'as été mis sur cette terre? Je sais même pas si je peux je peux répondre à cette question. Pour faire ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est tout quoi. Pour t'amuser. Pour m'amuser. Non, pas forcément pour m'amuser.
pour vivre une vie complète, on va dire. Je pense, ouais. Et j'imagine que tu en as beaucoup sur le pied en termes d'aventure que tu nous as pas raconté, parce que là, en fait, dès que tu as parlé du Panama, tu as dû en faire plusieurs. L'Inde, là, tu as passé des mois en Inde, des mois en moto en Amérique latine. J'imagine que tu as fait plein de choses. Donc, d'avoir une vie complète, c'est quelque chose que tu as déjà fait et que tu vas continuer à poursuivre. Ouais, je vais continuer. Ouais, je suis content d'avoir pu faire ça. Ouais, c'est génial. Bah, c'est des aventures incroyables. Tu vois, genre, les aventures, je les ai faites. J'ai plus de regrets, quoi. Enfin. Est-ce que j'aurais envie un jour de refaire un trip en moto comme ça pendant 6 mois? Pourquoi pas, mais vu que je l'ai fait, bon, ça va. C'est pas forcément nécessaire, quoi. Ça serait peut-être trop nostalgique. Tout à l'heure, tu disais, comment on dit, Cap Town, c'est le truc où tu voudrais le plus aller. Est-ce qu'il y a d'autres aventures un peu folles, comme justement le vélo, la moto pendant plusieurs mois? Est-ce qu'il y a un autre truc un peu fou où tu te dis, tiens, je voudrais faire ça Je me verrais bien un jour... quand je serai plus cycliste, propriétaire d'une équipe, tu vois. Je pense que c'est peut-être... Ouais. Mais d'un bon niveau, ouais. Ok. Ça pourrait être cool, ouais. Ça pourrait être vraiment cool. Parce que l'adrénaline de la course, c'est incroyable. Ton purpose. Peut-être donner sa chance à 10-15 cyclistes de vivre leur rêve. Ouais. Ça, pour cette raison que tu es sur Terre. Ouais. Non, mais ouais. En plus de ce que tu as pu faire pour toi. J'ai mon rôle dans le cyclisme. Déjà, j'ai plein d'amis, etc. Et puis, j'ai entre guillemets un peu un rôle protecteur, tu vois, avec les plus jeunes. Parce qu'il y a tellement de... Il y a de la pourriture. Les cyclistes sont en général tous des bons gars. Mais il y a des gens qui sont hyper... ils sont là juste pour piquer l'argent des sponsors et c'est une horreur, quoi. Et les jeunes, ils en souffrent. Ils n'ont pas les opportunités, ils sont maltraités, c'est une horreur. Donc si je peux aider un peu là-dessus, je le fais. La dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as des conseils à partager ou des choses que tu aurais fait différemment dans ta vie et que du coup tu voudrais peut-être partager cette expérience, tu vois, pour terminer un peu sur une note où tu partagerais un conseil. Même ça peut être un conseil aux jeunes entrepreneurs. La chaîne, c'est majoritairement des gens qui ont 25 ans, qui veulent lancer un business. Je sais pas si tu as quelque chose pour terminer. C'est marrant. Je pense qu'on est capable de beaucoup plus qu'on le pense, tu vois. Je pense que c'est un peu... tout le monde peut faire beaucoup plus, tu vois. S'auto-impose des plafonds de verre, alors que le corps, le cerveau est capable d'aller beaucoup plus loin. Je pense que c'est surtout c'est surtout une question de continuer, tu vois. Genre, ok, je veux lancer tel business, tu vas avoir 150 problèmes, tu vois. Sur 150 jours. ça n'arrêtera jamais, il y aura toujours des problèmes, toujours des trucs à résoudre et c'est celui qui à chaque fois qu'il y a un problème ou un problème majeur continue et essaie de trouver la solution. C'est eux qui arrivent en haut. Tu vois, c'est pas de la magie. Ceux qui sont consistants et qui sont débrouillards pour solutionner les problèmes. Ça, c'est vraiment un des traits de personnalité que je vois sur tous ceux qui réussissent. Moi, je dis toujours le mot, ça fait plusieurs fois que je dis tac-tac. Tu vois, quelqu'un qui est un peu smart, rapide. C'est futé, en fait. Futé. Au-delà d'être intelligent, futé. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qui prime. Et si en plus, tu es consistant, que tu continues à pousser, forcément que tu vas t'enrichir. Parce que l'intelligence pure et dure, je suis pas sûr que ce soit le numéro 1. Non. Parce que dans ce cas-là, ce seraient tous les mecs qui ont fait Harvard, etc., qui seront les plus riches de la planète, mais c'est pas le cas, tu vois. Non. Il y a des mecs comme toi et moi qui n'ont pas fait d'études et qui s'en sortent super bien, qui sont multimillionnaires, etc. Est-ce que tu as fait des études? Ouais. Ok. J'ai fait une école de commerce. Jusqu'à quel niveau tu as été? Je l'ai terminé. Donc bac plus 5? Ouais. Ok. Non, moi je me suis arrêté. T'as dit qu'on n'a pas fait d'études. Quand même un bac plus 5, c'est pas mal. Je me suis arrêté au bac plus 2, BTS. Ah, cool. Mais en vrai, dans la souffrance, j'ai détesté. Moi aussi, j'aimais pas, Je faisais le minimum. J'ai toujours fait le minimum. Pareil, moi je voulais toujours avoir la moyenne 10-12 pour que les parents et les profs me laissent tranquille. Et c'est juste en toute fin de BTS pour justement être sûr que j'allais pas recaler et que j'allais avoir mon diplôme, où là je suis sorti premier de promo. Et même au niveau de l'Île-de-France, j'étais dans les tops. Ok. Je me suis arraché. Pour moi, il n'y avait pas de possibilité de ne pas avoir le BTS et de piquer une année. Je voulais me barrer, je voulais vraiment aller au Maroc, commencer mes activités. Ok. Moi, j'étais pas encore entrepreneur du tout. Ok, non. Moi, dès l'école, je savais que je voulais faire du business. Ouais, bien sûr. C'est cool. J'ai toujours su.
Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux qu'on partage quelque chose de toi? Est-ce que tu veux qu'on partage un Instagram ou quelque chose? Instagram, pourquoi pas. Je mets pas grand-chose dessus, mais de temps en temps, ouais, si je suis sur les courses, ouais. Je suis pas du genre à genre poster, regarde ma Lamborghini, jamais quoi. Tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent me connaître pas mal et qui savent rien de tout ce que je dis. Ça va peut-être leur faire une surprise. Instagram, ouais. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce que c'est mon Insta. Tu vois. Bon, je crois que c'est Muller Gab ou Gab Muller, Muller.gab. Je le retrouvais, c'est celui avec lequel tu m'as contacté. Ah oui, exactement. Bon, on le mettra juste en dessous en description. Et en plus, il est privé, donc. Ok. Mais après, je le mets en description si tu veux. Non, il n'y a aucun problème. Je sais pas si tu vas avoir du flux, si tu vas avoir des gens qui te suivent. Parce que là, je veux trouver une manière un petit peu de te renvoyer l'ascenseur. Tu as pris le temps de venir partager ton histoire ici. Tu n'as rien à vendre. Donc, si tu as moi, j'apprends aussi. Partager. J'apprends, c'est bien. Je pose des questions. Ok. Ouais. T'as aimé l'expérience, ça va? Ouais, nickel, ouais. Ok, c'est cool. Nickel. Top. Et puis je pense que t'es le genre de mec, si genre je te demande un conseil pour une banque au Panama, tu vas me dire, bah bien sûr, tu vas dire, c'est un renvoi d'appareil. Pour te remercier d'avoir passé ce moment à partager. Encore une fois, t'as rien de spécial à gagner à faire ce podcast, mais ça permettra d'inspirer des gens, de voir le portrait d'un web entrepreneur un peu atypique, même totalement atypique, on va dire. Et je pense que ça plaira et ça permettra de voir une nouvelle facette, des profils différents à chaque fois sur la chaîne, de montrer qu'il y a plein de façons de gagner de l'argent en ligne, toi avec les applications. Et voilà, donc c'était assez cool. Je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. C'était cool. Ça a flowé, tu vois. C'était flow. C'était facile finalement. Ouais, ça passait super vite, Voilà. Top. Et du coup, on se retrouve sur le Tour de France très prochainement. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé l'interview.